Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir à l'Université de Genève en tant que recteur de cette université pour le traditionnel, si je puis dire, colloque Wright pour la science. Les colloques Wright nous font l'honneur et l'amitié de se tenir depuis une trentaine d'années, c'est juste à peu près, à l'Université de Genève. C'est un merveilleux cadeau que la Fondation Wright fait à Genève, bien entendu, mais aussi à l'université, puisque pour nous, c'est fantastique d'avoir des personnalités scientifiques comme celles qui vont nous accompagner cette semaine ici dans notre université. Et c'est une fantastique opportunité aussi d'explorer des domaines extrêmement variés du savoir. Alors, nous sommes une université qui a le privilège d'avoir plus de 450 ans. Ça a quelques inconvénients, et vous avez vu que malheureusement une canalisation, je crois, a donné des signes de faiblesse la nuit dernière. Donc, il se pourrait qu'il y ait un peu d'eau qui coule. Peut-être, il paraît que quand ça coule assez fort, c'est un peu impressionnant. Rassurez-vous, c'est sous contrôle, semble-t-il. Donc, si jamais ça devait se passer, pensez à Calvin et à Théodore de Bèze qui ont dû vivre des circonstances encore plus difficiles en 1559. Voilà ce que je voulais dire. Encore peut-être un mot sur les colloques Wright et le colloque qui nous amène à être ensemble cette semaine. Le thème est celui du soleil. C'est évidemment un thème totalement fascinant sous beaucoup des aspects de sciences, comme on dit de base, sciences fondamentales, mais aussi l'application de nos connaissances sur le soleil pour mieux comprendre, par exemple, des éléments du climat, voire potentiellement utiliser cette énergie. Donc c'est vraiment très caractéristique de ce qu'une université comme la nôtre doit rassembler, à savoir non seulement la compréhension des mécanismes les plus intimes de la nature, mais aussi de voir comment cette compréhension peut être mise au service de l'homme et de la société. Alors, j'aimerais passer maintenant la parole au président de la Fondation, le professeur Thierry Courvoisier, astrophysicien, donc particulièrement bien apte, si je puis dire, à nous introduire le thème, mais aussi à conduire cette fondation, de nouveau, et je le répète, aux frontières entre la science et la cité, puisque en tant que président des Académies suisses des sciences, il porte ce message dans tout notre pays, je dois dire, avec énormément de dynamisme et de détermination. Donc Thierry, merci de faire ce que tu fais pour la science suisse, et puis merci de nous introduire ce cycle de conférences. Monsieur le recteur, j'ai entendu le nom de Calvin évoqué de moult fois depuis 60 ans, mais c'est la première fois que je l'entends évoqué à propos d'une fuite d'eau. C'est un plaisir et un honneur que d'ouvrir le colloque Wright de cette année. Ces colloques sont devenus une très belle tradition dans le paysage de la communication scientifique à Genève, et nous devons ce succès à la vision de Dudley Wright, qui a réalisé dans les années 80 déjà l'importance du partage de la connaissance scientifique avec l'ensemble de nos citoyens. Puis, nous devons ce succès au travail et à la qualité du travail des membres du Conseil de Fondation, et en particulier à celui de son président jusqu'à l'année dernière, Jean Patry. L'ensemble des bénéficiaires du travail de la Fondation, ici et ailleurs, lui doivent de chaleureux remerciements. Les thèmes de nos colloques sont choisis par son comité scientifique, qui est maintenant formé des professeurs Yvan Rodriguez, Jean-Pierre Wolff de notre université et du chef de la communication du CERN, James Gillies. Et cette année, c'est le soleil qui est au centre de nos préoccupations, le soleil et nos relations avec lui. Le format du colloque a quelque peu changé cette année. L'audience de conférence, vous ici ce soir, est faite de gens qui ont envie d'entendre parler de science et d'entendre parler bien de science. Mais beaucoup de nos concitoyens ne sont pas forcément appelés à user leur fond de culotte sur les bancs d'une université pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Or, tous nous consommons, tous nous votons,
Tous, nous sommes appelés à prendre des décisions dans nos vies et ces décisions doivent être informées, elles doivent être basées sur une réflexion rationnelle, souvent, et elles doivent être imprégnées de savoir. Par voie de conséquence, il nous est apparu important non seulement de vous recevoir, vous, et de transmettre autant que nous pouvons dans ce cadre-là, mais encore d'aller vers l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser un spectacle, et un spectacle qui traite d'un des thèmes qui nous est cher pendant cette semaine, et ce sera le soleil et le temps, et nous le traitons avec un spectacle qui se donne tous les soirs sur la façade de l'Inhumation. C'est une façon ludique, poétique, spectaculaire et vraiment accessible à tous d'acquérir un petit bout de ce savoir. Et pour nous, c'est la façon d'aller vers l'ensemble de la cité et de la ville. Et vous pourrez voir ce spectacle tous les soirs à 6h moins le quart, 7h et 8h30 jusqu'au 23 novembre. Pour terminer, un très grand merci à tous les acteurs de ce colloque. Merci aux membres du conseil de fondation et à ceux de son comité scientifique pour un travail simple et toujours constructif. Merci à l'université et à son recteur pour une collaboration facile, fructueuse, je dirais presque juteuse ce soir. Merci au professeur Menet, Georges, pour l'organisation scientifique de cette semaine et son engagement sans faille pendant de nombreux mois. Un grand merci aussi à Ascension Lozano, qui est en charge de l'organisation de l'ensemble du colloque et qui gère la fondation. Et encore à Fanon Sisban et à ses collaborateurs de l'université. Ils contribuent par un travail intense et solide au succès de cette manifestation et à son lien avec l'université. Notre reconnaissance va encore et surtout vers tous les orateurs qui nous font l'honneur et le plaisir de partager leur savoir avec nous cette semaine. Et il me reste à vous souhaiter une très belle semaine et à passer la parole au professeur Georges Menet. Georges. Cher Thierry, Monsieur le Président de la Fondation Wright, Monsieur le Recteur, bienvenue à tous pour ce début de conférence de colloque Wright. Alors avant de vous dire quelques mots, quelques détails pratiques. En entrant, vous avez reçu un petit feuillet, vous êtes invité à écrire vos questions sur ces feuillets, ils seront ramassés à la fin de la conférence d'André Braic, et après la conférence, il y aura une petite pause, ceux qui doivent nous quitter pourront partir, et puis ceux qui veulent écouter les réponses à ces questions pourront rester ici. Normalement, la manifestation devrait se terminer vers 20h, 20h15 par là. Cette conférence sera donnée en français. Ceux qui aimeraient l'écouter en anglais pourront mettre les écouteurs. Il y a une traduction simultanée. Les 3 autres prochaines conférences seront en anglais et inversement, bien sûr, la traduction sera faite en français. Comme l'a dit Thierry, il y a 3 types de manifestations. Il y a ce spectacle qui est fait pour tous les enfants rêveurs de 0 à plus de 77 ans. Il y a une rencontre avec les jeunes pour leur donner envie de réaliser leurs rêves. Et puis, il y a ces 4 conférences qui sont pour apprendre, pour comprendre, pour être surpris et pour stimuler la curiosité. Le sujet de cette année, c'est le soleil, ses secrets, ses côtés surprenants et ses liens avec notre bonne vieille Terre. Demain, Art MacDonald vous entraînera dans un voyage au centre du soleil. Jeudi, Jerry Mill nous donnera les informations les plus récentes concernant les liens entre le soleil et le climat de la Terre. Et enfin, vendredi, Daniel Nocera, qui arrivera ce mercredi, nous expliquera comment utiliser l'énergie du soleil comme le font les plantes, comme le font les feuilles des arbres. Ce soir, la conférence a pour titre « Nous, enfants des étoiles » et décrira nos liens de famille avec notre étoile de jour qui nous réchauffe, qui nous éclaire depuis la nuit des temps. Pour nous en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir un véritable feu d'artifice en la personne d'André Braic. Est-ce qu'André est dans la salle, par ailleurs? Ah oui. C'est un chercheur passionné et passionnant. Alors, André Braic est professeur à l'Université Paris Diderot et aussi au commissariat de l'énergie atomique à Saclay. Après avoir étudié en début de sa carrière, à la fin des années 60, les supernovae, les phénomènes de la physique du chaos, la dynamique des galaxies, en plus l'aplatissement des galaxies, depuis les années 76, il s'est consacré à l'étude du système solaire. Il est maintenant l'un des spécialistes de la dynamique et de l'évolution des anneaux planétaires.
ainsi que de la formation des systèmes planétaires. D'ailleurs, il y a une très belle phrase de vous, j'espère qu'elle est de vous, quand vous parlez, les anneaux contiennent très très peu de matière, et André Braic dit « Les anneaux sont comme un parfum, si peu de matière pour tant d'émotions ». Alors André Braic a découvert en 1984 les arcs de Neptune. Il les a baptisés « Courage, liberté, égalité et fraternité ». Il a été membre de l'équipe d'imagerie des sondes Voyager, qui ont exploré les confins du système solaire dans les années 79-89. Depuis 1990, il est le membre français de l'équipe d'imagerie de la mission américano-européenne Cassini, qui est en train d'explorer le monde de Saturne et devrait continuer jusqu'en 2017. Il a été l'un des 6 membres du comité international chargé de la définition du mot « planète », définition adoptée en août 2006 par l'Union astronomique internationale. Il a publié près de 200 articles, il est auteur d'une dizaine de livres, il a obtenu plusieurs prix nationaux et internationaux, comme par exemple le prix Carl Sagan de la Société américaine d'astronomie en 2000 et le prix Jean Perrin de la Société française de physique en 2006. Son nom a été donné à l'astéroïde 3488. Et André Braic, c'est plus joli que 3488. Il est situé à 2,8 unités astronomiques du Soleil et il est entré dans le Petit Larousse, pas l'astéroïde, mais André Braic, en 2009. Enfin, et ce sera la conclusion de cette trop brève présentation, qui bien sûr ne fait pas crédit à la créativité du conférencier de ce soir, j'aimerais mentionner qu'il aime à promouvoir l'homo rigolus, au détriment du trop fréquent homo tristus. Je suis sûr que ce soir, il nous donnera envie d'être des homo rigolus, tellement le plaisir de raconter la science est grand chez lui. Je vous laisse la parole, cher André Braic. Nous tous, enfants des étoiles, sommes prêts à vous écouter. Bon, bonjour. Ah, je suis comme au commissariat, j'ai une lumière crue et je ne sais rien, mais je dirais tout. Hein. Bon, si on pouvait baisser un peu la lumière, ça serait sympathique. Alors, et on ne peut pas aller plus loin. Bon, donc, alors, merci de ces mots aimables, mais alors je suis en difficulté. Parce que si vous aviez dit le conférencier ce soir, il n'est pas terrible, vous auriez dit finalement, c'était pas si mal. Si vous dites il est très bien, vous ne serez que déçu. Hein. Et en plus, il y a quelqu'un au premier rang qui m'a dit t'inquiète pas, on applaudira. Donc si vous applaudissez, je sais que vous êtes déçu. Hein. Alors maintenant, j'ai un autre problème, c'est que je viens de découvrir que cette conférence doit durer environ un petit peu moins d'1 heure. Et c'est un problème parce que moi, je suis incapable de faire une conférence en moins de 3 heures. Alors, il y a un problème. J'espère que le président de séance fera preuve d'autorité et m'interrompra brutalement quand le temps sera passé. Puisque j'y suis, je vous raconte une petite histoire que j'ai racontée à certains d'entre vous. Un jour, je devais faire une conférence dans le sud de Paris, dans la banlieue, à 9h du soir. Je suis parti un peu tard, c'était embouteillé. Je suis arrivé en retard à 9h30. Le public m'attendait, je me sens coupable, j'ai voulu me faire pardonner. Alors, je me suis mis à parler un petit peu vite, comme toujours, et j'ai éprouvé un moment de fatigue. J'ai dit au public, ça ne vous dérange pas qu'on s'arrête 5 minutes, que je bois un verre d'eau. Et ils ont tous rigolé. Ils rigolent, je regarde ma montre, il était 3h moins le quart du matin. Alors, je leur ai dit, on arrête? Ils m'ont dit, non, on a des questions à vous poser. Alors, poser des questions, et ils m'ont libéré à 6h du matin. Je suis donc rentré chez moi, il était 7h du matin. Et ma compagne a ouvert un œil en me disant, d'où viens-tu? Alors, je lui ai dit, je viens de faire une conférence. Elle m'a dit, trouve autre chose. Donc... Alors, je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, ils ont coupé l'eau à l'hôtel, et donc il y a de l'eau qui coule ici. Je pourrais prendre une douche pour me réveiller, de toute manière. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est le soleil, comment tout ça a débarré. Alors, écoutez, je ne vais pas vous proposer un menu à prix fixe, mais plutôt un menu à la carte, puis vous me direz ce que vous préférez. Ce que je propose de faire, c'est de vous faire une introduction qui, je crains, sera un petit peu longue, mais puisque ce sont des conférences destinées au grand public, j'ai envie de vous dire, la science, ça sert à quoi? Pourquoi on fait de la science? Pourquoi les gouvernements ne donnent pas d'argent pour? Pourquoi la République française m'offre à la fin de chaque mois un salaire astronomique? Est-ce que c'est justifié ou pas? Et donc, à quoi ça sert? Et vous avez compris que je pense que ce n'est pas inutile totalement. Et donc, vous qui êtes le public, et si vous êtes là, c'est que vous aimez la science, j'aimerais bien que vous propagiez cette parole, parce que je suis persuadé qu'avec ces homo tristus qui nous parlent de crise, etc., si on veut avancer dans la vie, la science est nécessaire. La science ne veut pas tout, mais sans elle, nous sommes morts. Donc j'aimerais vous donner un petit message sur la science. Ensuite, la question posée, c'est celle des origines. Origine de la vie, origine de la Terre, origine du Soleil, origine de l'univers. Alors déjà, pour ceux d'entre vous qui voudraient partir d'eau, je prenais la réponse, on n'en sait rien, hein, mais on s'amuse bien. Hein. Alors l'origine, je peux vous dire que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Parce que si je vous dis quelle est l'origine de la Terre, je vous donne une histoire, mais la Terre n'a pas été créée à partir de rien. Quelle est l'origine du Soleil, de l'univers? Autrement dit, quand on parle de l'origine, on parle non pas du début d'une histoire,
mais on parle de la fin d'une autre histoire. Une histoire qui a donné... Si je demande à chacun d'entre vous quelle est votre origine, chacun d'entre vous est le résultat d'une histoire d'amour entre vos parents. Et donc on raconte la rencontre de vos parents. Et donc pour former la Terre, eh ben, on raconte comment ça s'est passé du côté du Soleil. Pour former le Soleil, on vous raconte comment ça s'est passé autour. Pour former l'univers, on raconte comment, etc. Mais quand on vous parle de Big Bang, vous avez entendu parler, en aucun cas, c'est l'origine de l'univers. Simplement, nous, astronomes, sommes capables de vous raconter ce qui s'est passé depuis environ 13,82 milliards d'années, c'est quand même pas mal. Et en ce qui concerne ce qui s'est passé avant, si l'avant a un sens, eh bien, laissons la place aux suivants, puisque sinon, ils seront au chômage. Donc, il faut laisser un peu de travail pour les suivants. Mais vous avez bien compris que le débat des philosophes, qui a duré des millénaires, entre création et éternité, ceux qui disent « on crée le monde », d'autres disent « pas possible, on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien ». Et d'autres disent « l'éternité, le monde n'est jamais créé, n'a pas de début ni de fin, mais passe son temps à se transformer ». Et comme disait Pierre Dac, l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. Donc, en gros, on essaiera de parler des origines, et je vous dirai les progrès fantastiques qu'on a faits depuis quelques années, puisque pour la première fois depuis des millénaires, les scientifiques, les astronomes sont d'accord sur les grandes lignes qui ont conduit à la formation du Soleil, de la Terre et finalement de la vie. Nous sommes en désaccord sur un certain nombre de points de détail, de un certain nombre d'étapes. Nous sommes en accord à peu près sur... Vous voyez, je bouge parce que j'essaie de fuir la lumière, mais c'est difficile. J'ai toujours une lumière. Et donc... Nos origines, je vous donnerai ces grandes lignes. Et puis, si on a 5 minutes, il y a quelques résultats tout nouveaux qui ont été obtenus ces dernières semaines sur la formation des étoiles et sur la formation des disques, que j'aurai peut-être le temps de vous citer très rapidement. Mais de toute manière, il sera environ 3 heures du matin et le président déjà sera sur scène en train de me secouer. Alors, vous voyez, j'ai environ 200 diapositives. Je mets un quart d'heure par diapo, ça vous donne le temps pour expliquer ceci. Alors, commençons par une image des anneaux de Saturne. Pourquoi les anneaux de Saturne? Parce que c'est un objet traditionnel, un enfant à l'école, tout de suite il reconnaît les anneaux. On lui demande dessine-moi le ciel, et bien il dessine un soleil, un croissant de lune, des anneaux de Saturne. Et en même temps, ça vous donne une idée de la 3e dimension, et c'est un objet qui est beau, et surtout c'est un objet que nous comprenons mal. Un certain nombre de nos collègues qui ont bien réussi leur carrière, je pense à Galilée, je pense à Laplace, je pense à Maxwell, je pense à Poincaré. Poincaré-Henri, le mathématicien, pas le cousin Germain qui était Premier ministre, qui a moins bien réussi, lui. On essayait d'étudier ces anneaux sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et nous, en ce moment, on tourne autour de Saturne, jusqu'en 2017. Eh bien, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et nous sommes dans la situation d'un astronome, c'est-à-dire que nous, astronomes, nous sommes défavorisés par rapport aux physiciens ou aux chimistes ou aux gens qui travaillent dans le laboratoire. Un physicien, ça prend un objet dans son laboratoire, ça le chauffe, ça le refroidit, ça le tord, ça le bombarde, et après il écrit des lois, puis après on fait répéter les lois aux étudiants, et celui qui répète mieux la loi que le copain, il a une meilleure situation. Enfin, vous connaissez le système. Eh bien, en ce qui concerne nous, astronomes, on ne peut pas couper le Soleil en deux, tordre la galaxie, chauffer la Terre. Non. Donc nous ne pouvons contenter que d'observer. Et nos 5 sens, qui d'habitude nous permettent de connaître le monde, à savoir le goût, l'odorat, l'odeur, le toucher, la vue, il n'y a plus que la vue. Et quand on regarde les objets du ciel, on les voit sur un seul angle. Vue de Saturne, la Terre est proche du Soleil, et donc on voit de seul angle. Quand on lance une sonde, eh bien on peut tourner autour pour regarder de tous les côtés, comme si je voulais voir ce pointeur, je le regarde éclairé par la lumière comme ceci, de tous les côtés, pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est ce qu'on va faire avec Saturne, et quand on fait ça avec Saturne, je vais vous montrer Saturne à contre-jour. Et Saturne à contre-jour, c'est comme quand vous photographiez votre personnage préféré en maillot de bain sur la plage l'été, vous avez la silhouette et les poils qui brillent. Eh bien, on ne va pas voir les poils de Saturne, mais on va voir Saturne à contre-jour. Et Saturne à contre-jour, voilà, il y a plein de poussière autour, vous voyez, beaucoup de poussière, et vous avez les anneaux de la planète. Entre parenthèses, photographie très difficile à prendre, parce que notre sonde Cassini, quand elle est là, si vous ouvrez l'obturateur, c'est grillé, il est mort. Donc il faut fermer l'obturateur, l'ouvrir quand on est derrière le Soleil, et puis le fermer à nouveau. Et nous sommes là à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre, et la communication n'est pas en direct, évidemment, compte tenu de la vitesse de la lumière. Donc c'est un peu délicat à prendre. On a pris cette photo, et voyez-vous cette flèche, on voit un petit point. Ah, dites, c'est un satellite de Saturne? Pas du tout. Ce petit point, c'est la Terre. Et le jour où on a pris la photo, Genève était du bon côté, et il faisait beau. Donc vous êtes sur la photo. Donc j'ai voulu, pour célébrer cette soirée, prendre une photo de groupe. Vous êtes là. C'est d'ailleurs quand la police me demande mes papiers d'identité, je leur donne ça en disant que j'y suis avec tous mes copains. Et donc, quand je vous montre la Terre et Saturne, ce n'est pas uniquement pour vous montrer une belle photo, mais c'est pour vous dire que la Terre et Saturne, la Terre et l'astronomie, la Terre et le ciel, même combat. Pourquoi? Parce que la Terre, on se pose des questions. On se dit, oui, mais est-ce que le climat va se réchauffer ou pas? Est-ce que la pollution va être inquiétante? Quel va être notre futur? Si nous voulions vraiment répondre à ces questions, nous devrions faire, comme le physicien, dans son laboratoire, on devrait expérimenter, couper la Terre en deux, la chauffer, etc.
Mais c'est pas la peine. Enfin, heureusement pour nous, on ne sait pas le faire, mais c'est pas la peine. Vous allez vous promener d'une planète à l'autre, vous envoyez des plus grosses et des plus petites, des plus chaudes et des plus froides, des plus denses et des moins denses, des compositions différentes, et vous comprenez tout de suite, en comparant, le rôle de chacun des facteurs physiques que sont la température, la pression, la densité, la composition, etc. Et donc, aller voir Saturne est une manière de mieux connaître la Terre. Et j'en ai juste une image. Vous savez bien que dans la vie, quand vous avez un problème, pour parler un peu vulgairement, il ne faut pas vous mettre le nez au ras des pâquerettes. Mais il faut prendre du recul. C'est comme ça qu'on va prendre du recul, c'est faire de l'astronomie. Donc voilà, c'est une manière de mieux connaître la Terre. Exemple, on a trouvé au pôle Sud, il y a quelques années, et au pôle Nord, il y a quelques mois, des cyclones où les vents soufflent à 600 km/h. Heureusement pour nous, sur Terre, les vents ne soufflent pas à cette vitesse-là, mais les gens qui étudient ce type de phénomène météorologique vont tester leur modèle dans des conditions extrêmes, comme un industriel va tester son produit dans des conditions extrêmes, et du coup, on améliore la connaissance des phénomènes terrestres. Donc, obtenir ça, c'est pas complètement inutile, je pense. Alors, un petit clin d'œil. Si on m'avait invité à Genève en 1840, j'étais là, moi, mesdames, vous n'étiez pas nées quand moi, je finissais ma carrière. Et donc, en 1840, Auguste Comte faisait des conférences d'astronomie et donnait des cours d'astronomie à Paris. Et il disait 2 phrases. Il disait « Nous ne saurons jamais ce qu'il y a à l'intérieur du Soleil, et vous le saurez demain soir grâce au conférencier de demain soir, parce qu'on ne pourra jamais y aller. » Et il rajoutait, l'astronomie est un métier fait pour les hommes, je recommande donc aux femmes de lire les livres écrits par les hommes. Et moi, je dis à mes étudiants, montrez-moi que ces 2 phrases ne sont pas correctes. Alors, Auguste Comte disait, on ne peut pas aller sans ça. Ben oui, on ne peut pas y aller. Mais vous verrez demain qu'il y a des particules, on appelle les neutrinos, qui nous viennent directement, et nous verrons aussi que du temps d'Auguste Comte, il y avait une équation qui s'appelle une équation d'équilibre statique, qui permet, quand on l'écrit, de savoir quelles sont les conditions de température ou de pression au centre du Soleil. Donc vous voyez, c'était peut-être un grand philosophe, mais un piètre mathématicien. Alors, petit clin d'œil, le système solaire, c'est quoi? Eh bien, juste un petit schéma pour vous dire que le système solaire a au centre un Soleil, dont nous en parlons aujourd'hui, et 8 planètes. J'insiste bien, il y a 8 planètes et pas 9, comme je suis un peu responsable du fait qu'il y en ait 8. Si vous me posez une question, je vous répondrai. Ces 8 planètes, il y a 4 vraies planètes, 4 planètes intéressantes, qui sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pourquoi des vraies planètes? Parce qu'elles sont faites d'hydrogène et d'hélium, comme le reste de l'univers. Parce qu'elles ont des cortèges de satellites, 62 autour de Saturne, plus de 60 autour de Jupiter, il y a beaucoup de satellites. Parce qu'elles ont des anneaux de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, Neptune, etc. Et puis, près du Soleil, il y a 4 débris. Nous, on habite le 3e débris en partant de la gauche, que sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces objets n'ont pas de cortège de satellites, n'ont pas d'hydrogène, n'ont pas d'hélium, et n'ont pas d'anneaux. Et c'est une raison bien simple, c'est que l'univers est fait pour l'essentiel d'hydrogène et d'hélium, qui sont les 2 atomes les plus simples, et bien que quand le Soleil se forme, c'est très chaud, et puisque c'est très chaud, ces atomes légers sont agités et atteignent la vitesse d'évasion, ils s'évadent. Et donc, près du Soleil, on ne peut former des planètes qu'avec ce qui reste quand tout est parti. Alors que loin du Soleil, il reste l'hydrogène et l'hélium, on fait des objets plus gros. L'image qu'on pourrait donner, si vous rentrez ce soir chez vous, voulez vous faire une soupe, vous dites « Oh, il y a un conférencier, il parlait trop vite, on n'a rien compris, etc. » Vous me faire une petite soupe, alors vous mettez de l'eau, vous mettez un peu de sel et de poivre, puis le téléphone sonne. Vous allez répondre, c'est votre meilleur ami, vous restez 1h30 au téléphone, vous revenez, toute l'eau s'est évaporée de la casserole, il ne reste plus qu'un peu de sel et de poivre. C'est comme ça qu'on a formé la Terre, c'est ce qui reste quand tout est parti. Et donc, voilà le système solaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre, contrairement à ce qu'on croyait au XIXe siècle et au début du XXe, n'est pas un objet isolé dans l'espace. La Terre est sans arrêt soumise aux conditions du monde extérieur. Elle est sans cesse bombardée par des météorites des milliers de tonnes tombent chaque jour, mais heureusement qu'il y a des déserts, des océans, l'atmosphère qui arrête tout ça. Elle est sans cesse bombardée par l'activité solaire, il y a des particules chargées qui viennent du Soleil, qui heurtent la Terre, mais heureusement qu'on a un champ magnétique et un bouclier qui nous protège. Elle est sans cesse influencée par les perturbations de Jupiter et Saturne. Par exemple, l'axe de rotation de la Terre, s'il n'y avait pas la Lune, devrait sans arrêt basculer, ce qui pour la vie poserait peut-être quelques problèmes. Mais la présence de la Lune va équilibrer la Terre comme un funambule quand il traverse sur un fil à un balancier. Retirer le balancier du funambule, tombe tout de suite. Et donc, elle est sans arrêt influencée. Et le Soleil a une activité, et vous apprendrez jeudi soir en quoi l'activité du Soleil peut jouer sur le climat de la Terre, et ça a joué dans les millénaires et dans les millions d'années passées, et en quoi les perturbations gravitationnelles peuvent faire bouger un peu l'axe, ça peut jouer aussi. Nous sommes sans arrêt soumis à l'extérieur, et nous sommes partie de tout le système solaire. C'est un peu comme l'histoire du monde. Il y a quelques siècles de cela, on ne parlait que de l'Europe ou que de la Chine, etc. Puis des navigateurs sont partis. Ils ont découvert l'Amérique, des terres africaines, l'Australie, et maintenant la Terre est un tout.
Et le voyage de Christophe Colomb a eu quelques conséquences dans notre histoire. Et bien actuellement, les explorations que nous faisons des planètes et du système solaire vont avoir des conséquences majeures sur notre histoire dans les millénaires qui vont suivre. Alors ça, comme je parle trop vite, il y a un polycopier pour l'examen. Hein. Donc c'est quelques bouquins que j'ai faits chez Odile Jacob. Ce que je vais vous raconter est en partie là-dedans. Et je vais vous dire quelques remarques. D'abord, moi je passe mon temps autour de Saturne et de temps en temps je reviens sur Terre. Et là, qu'est-ce que je vois? Je prends un journal, je regarde une télévision, on me dit c'est la crise, c'est épouvantable. Alors moi je ne comprends pas. Parce qu'écoutez, 2014, entre parenthèses, est beaucoup mieux que 1914. Et nous sommes à une époque où on n'a jamais vécu aussi vieux. On n'a jamais été aussi bien soigné. On n'a jamais fait autant de découvertes. Un bateau débarqué à Bordeaux, à Nantes, etc., il n'y a pas si longtemps, une épidémie, la moitié de la vie était morte. Une mauvaise récolte, c'était quelques centaines de milliers de morts pendant l'hiver. Quand on allait, il y a quelques siècles, à Marseille en diligence, on était agressé 8 fois sur la route. Aujourd'hui, quand on va à Marseille, on est agressé moins de 8 fois. Hein. Et donc, en gros, on a fait beaucoup de progrès. Hein. Et on nous dit que c'est la crise. Hein. Donc, moi, si on me dit, tu as le choix de naître n'importe quand, entre il y a 6000 ans et aujourd'hui, évidemment que je choisis de vivre aujourd'hui. Et vous savez que la tristesse, c'est communicatif, comme l'enthousiasme aussi peut être communicatif. Pensons à la suite. Et comme je dis, quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Hein. Et en tout cas, moi, je fais partie de la première génération depuis 2000 ans qui ne suis pas parti à la guerre. Quand même, c'est pas mal. Hein. Donc, arrêtons ces gens tristes et on a la science. Alors maintenant, la science, je m'excuse auprès de ceux qui connaissent ça par cœur, mais je voudrais quand même vous dire à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est que la science? Alors, qu'est-ce que c'est que la science? Eh bien, je donne l'exemple des 2 jambes. Pour marcher, on a besoin de 2 jambes. Si quelqu'un vous dit on va faire des économies, je vais vous couper une jambe, comme ça le pantalon coûtera moins cher. Hein. Une attitude que font certains politiques quelquefois. Hein, eh bien, vous marcherez moins bien. Hein. Donc les 2 jambes, c'est quoi? Il y a la recherche appliquée et la recherche fondamentale. La recherche appliquée a pour seul but notre confort, nous aider. Et entre parenthèses, il y a quelques conséquences. Regardez, on a supprimé au XIXe siècle l'esclavage. On n'a pas supprimé l'esclavage parce qu'on était généreux, parce qu'on était gentil, parce que c'est une mauvaise chose. Non. On a inventé l'électricité, la machine à vapeur. On n'en avait plus besoin. Hein. Et donc la science a eu quelques conséquences. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est les conséquences de la science qui a pu se passer. Alors je ne parlerai pas de la recherche appliquée, je ne parlerai que de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, quel est son but? Le seul but de la recherche fondamentale, c'est de connaître le monde, comprendre le monde. Uniquement. Sans aucun but d'application. Mais je voudrais signaler au passage que toutes les découvertes fondamentales ont une application dans la vie. Prenez un téléphone portable dont tout le monde se sert. Sans la mécanique quantique, ça ne marche pas. Et sans l'intuition générale, le GPS ne marche pas, vous ne repérez pas. Et c'est la mécanique quantique et l'intuition générale n'ont jamais été inventées pour faire marcher les téléphones portables. Hein. D'ailleurs, je regrette parce que quand dans un train, les gens disent « Allô, je suis dans le train », moi je leur dis « J'étais au courant », mais enfin bon. Et donc, ça a des applications, sans arrêt. Alors, comprendre le monde, quel est notre outil? Notre outil, je suis désolé, c'est un peu compliqué cette diapo, mais ça me sert de plan de bête. À mon âge, vous voyez, j'oublie tout. Et donc, c'est le cerveau. Alors, premièrement, est-ce que c'est l'outil le plus adapté? Parce que le cerveau, c'est quoi? C'est le résultat de l'évolution, pour notre survie. Mais le cerveau, il remplit 3 fonctions. En gros, le cerveau, c'est échapper aux prédateurs, manger à notre faim, se reproduire. C'est-à-dire que moi, quand je vois un tigre, je pars en courant. Quand je vois un lapin, je sais l'attraper. Quand je vois une dame, je cours après. Hein. Donc, en gros, est-ce que cet outil est le meilleur pour comprendre le monde? Pas sûr. Je rajouterais, prenez un rhinocéros, une girafe, un hippopotame, un chien, un chat, un singe, un bonobo. Ces animaux partagent avec nous entre 90 et 99% du code génétique. Et nous, qui aurions 1% de plus, on comprendrait tout et ils ne comprennent rien. Moi, je suis persuadé que mon chien n'a rien compris à Einstein. Hein. Ou alors, il ne me l'a pas dit. Hein. Donc, ça veut dire que nous, on comprend... Donc, à la question, sommes-nous capables de comprendre le monde? J'ai une réponse très claire. Ma réponse est, je ne sais pas. Et puisque je ne sais pas, j'essaye. Et depuis 4000 ans qu'on essaye, ça se passe pas mal. Donc on continue. Mais vous voyez qu'immédiatement, derrière la science, il y a les 2 premières qualités qui sont le doute et l'humilité. Qualité qui n'est pas partagée par tout le monde, y compris des hommes politiques. Voyez donc en gros, ça vous apprend le doute et l'humilité. La science, c'est évidemment l'humanisme, la curiosité, la liberté, la tolérance, etc. Et qu'est-ce qui distingue un langage scientifique d'un qui ne l'est pas? Karl Popper ou Claude Bernard l'ont dit mieux que moi. C'est qu'une phrase n'est scientifique que si elle est réfutable. Autrement dit, si je vous dis quelque chose et vous pouvez me prouver que j'ai tort, ma phrase est scientifique. Si je vous dis quelque chose, vous ne pouvez pas me montrer que j'ai tort, ma phrase n'est pas scientifique.
Je vous donne un exemple non polémique. J'ai mis ici une vache pour m'en souvenir. En fait, c'est un taureau, mais à mon âge, la vue un peu basse. Et donc, je vous donne un exemple. Prenez les vaches. Si je vous dis, les vaches sont persuadées que les trains ont été construits pour les distraire, personne ne peut me montrer que j'ai tort. Ma phrase n'est pas scientifique. Si je vous dis, toutes les vaches sont noires, il suffit de trouver une vache blanche, une marron ou une tachetée pour montrer que j'ai tort. Ma seconde phrase est scientifique. Analysez tout ce que disent les gens, aussi bien à la télévision qu'ailleurs, à cette lumière. Est-ce que ce qu'il dit peut être contesté, peut être remis en cause, peut être vérifié? Et c'est ça qui distingue la science du reste, en gros. Alors, la démarche de la science, même exemple que les deux jambes, la science, eh bien, c'est un aller-retour permanent entre, d'une part, l'observation du monde, si on est astronome ou géophysicien, ou l'expérimentation, si on est physicien ou chimiste, et d'autre part, la théorie. Donc, observer sans interpréter n'a strictement aucun intérêt, et faire des théories sans observer, c'est dangereux. Et regardez, c'est même la source de tous les plus grands massacres de l'humanité. Et les grands massacres de l'humanité, je pense à l'Inquisition des chrétiens, aux fondamentalistes musulmans, au camp nazi, au camp sibérien. C'est des gens qui avaient une théorie, et tous ceux qui n'adoptaient pas la théorie, on les mettait à mort. Hein. Eh bien, la science, c'est un aller-retour permanent entre l'observation et la théorie. C'est comme ça que ça avance. Et en science, donc, ce que je dis sur la réfutabilité, un scientifique ne vous dit jamais ce qui est vrai, mais un scientifique peut vous dire ce qui est faux. Je sais que la Terre n'a pas 6000 ans, contrairement à ce que certains prétendent au milieu des États-Unis, ce qu'on appelle Jesus Land, hein, et d'autres prétendent au milieu du Moyen-Orient. Hein. Non, la Terre n'a pas 6000 ans. Alors maintenant, à quoi ça sert la science? Eh bien, la notion de science est intimement liée à la notion de progrès. Je dis ça parce qu'il y a un courant qui naît en ce moment, qui nie le progrès, c'est la pollution, c'est épouvantable et autres. C'est un courant très dangereux. J'espère qu'il ne va pas se répandre, mais il faut faire attention. Et donc, la science est liée. Alors, premièrement, la science, c'est quoi? La science est un rempart contre la violence, évidemment. Chacun sait que la violence n'est pas la fille de la pauvreté. La violence est la fille de l'inculture. Regardez quand deux personnes se parlent, s'engueulent, se disputent. Puis à un moment donné, il y en a un qui n'a plus d'argument. Alors il donne un coup de poing. Celui qui donne un coup de poing, c'est un faible, parce qu'il n'a plus d'argument. Il ne sait plus quoi dire. Et donc, quand on est à la culture, on peut parler. Hein. C'est pour ça que mes conférences durent longtemps, donc je ne boxe personne, ne vous inquiétez pas. Hein. Et donc, moi je me souviens, à une époque... Un de nos collègues était ministre de l'Éducation nationale à Paris, il s'appelait Godalègre, en fait, et il me dit, tu sais, on a des violences dans les lycées, c'est épouvantable. Moi, je rigole, je lui dis, bah, c'est normal, parce que les programmes scolaires en France sont très ennuyeux, hein. Les enfants sont pleins d'énergie, donc ils chahutent, je dis, c'est normal. Et je lui dis, tu leur mettrais un peu d'astronomie, tu verrais, ça serait sympathique. Ah, il me dit, tu m'énerves avec l'astronomie, lui est géophysicien, moi astronome. Il dit, je vais t'envoyer là où ça barde. Alors j'ai eu droit à ces quartiers nord de Marseille, Mantes-la-Jolie, là où il y a le quotidien des enfants, et la drogue, la violence, etc. Et là, j'étais frappé par cette rencontre. On mettait dans les bras 400 gamins, entre 9 et 15 ans. Alors, je ne faisais pas une introduction aussi longue qu'avec vous, hein, parce que vous êtes sage, j'envoie les images tout de suite, là. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans cette assistance, les yeux commençaient à briller. Il y a toujours 5% d'irréductibles, bon, ceux-là on les traite autrement, mais en fait, on leur ouvrait une fenêtre, un monde qu'ils n'avaient même pas imaginé. Donc je pense que l'arme de la culture n'a pas totalement été utilisée dans le monde. C'est bien d'envoyer l'armée, mais comme j'ai dit, à leur cours d'un repas avec Jacques Chirac et Lionel Jospin, pas le même soir, hein, je leur avais dit, quand vous avez des problèmes de violence dans les banlieues, vous envoyez les astronomes d'abord, la police après. Donc la violence, c'est... La culture, je crois que c'est important. C'est aussi la lutte contre l'obscurantisme. Qu'est-ce que j'entends par obscurantisme? C'est évidemment l'obscurantisme religieux qui nous envahit, mais c'est aussi quand vous pensez qu'au XXIe siècle, bien au XXIe siècle, il y a encore des journaux imprimés avec des techniques modernes dans lesquels il y a un horoscope, quand même. Hein. Ça veut dire que le directeur prend ses lecteurs pour des couillons, hein, donc il ne faut pas acheter ce genre de choses. Et puis, obscurantisme aussi, même parmi nous tous. Par exemple, et attention à ce que je vais dire, je ne vais pas vous parler des centrales nucléaires, hein, un autre problème, la sûreté nucléaire. Mais combien le mot nucléaire est employé mal à propos? Quand quelqu'un me dit « je suis anti-nucléaire », ben, on est fait de noyaux, je lui dis « t'es contre toi-même hein. ». Et aujourd'hui on parle du soleil, toute l'énergie qu'on a sur Terre vient des réactions nucléaires dans le soleil. Quand vous levez le bras, de cette manière, vous transformez l'énergie qui vient du soleil, et il y a la nourriture, les plantes, la photosynthèse, tout le bazar, et ça vous permet de lever le bras. Autrement dit, il y a une méconnaissance totale de la physique et de ce qui s'y passe, un vocabulaire qui n'est pas employé comme il faut. Et je m'étais un jour amusé à remplacer dans le discours d'un écologiste le mot radioactif par le mot eau. Et ça donnait. L'eau, c'est très dangereux. Parce que l'eau, on peut se noyer dans sa baignoire. L'eau, on peut faire naufrage sur un bateau. Et l'eau, on peut être noyer par un tsunami. Donc il n'y a qu'une solution, éradiquons l'eau à la surface de la Terre.
Alors on voit bien que le problème, c'est pas l'eau, comme c'est pas la radioactivité, c'est la quantité. La radioactivité, si elle n'existe pas, vous n'êtes pas ici ce soir, la vie n'existe pas. La radioactivité, ça vous permet de soigner un cancer. Mais ce qui ne va pas, c'est si c'est zéro, on est mort. Et si c'est trop, on est mort aussi. C'est le dosage, c'est la quantité. C'est pas l'objet, c'est pas l'eau, la radioactivité. Là aussi, vous voyez, je crois qu'il y a beaucoup d'inculture, en quelque sorte. Donc je pense que la science est une protection contre l'obscurantisme. Et enfin, la science est aussi une protection contre la lutte contre le chômage. Quand on a des problèmes de chômage, c'est pas en faisant des chemises à bon marché qu'on va le résoudre. Ils font ça mieux que nous en Asie du Sud-Est. C'est en faisant preuve d'innovation, de découverte et de science. Parce que certains pays savent faire mieux que d'autres. Et en Europe, on est un peu mollasson pour ça. Alors évidemment, la science, c'est science et conscience. Rabelais a dit mieux que moi, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Autrement dit, souvent, on sépare l'enseignement scientifique et l'enseignement littéraire ou philosophique, ce qui vous donne des scientifiques qui font 3 fautes de français par ligne quand ils écrivent, et des scientifiques qui savent même pas, et des littéraires, pardon, qui ne savent même pas faire une règle de 3, même quand ils sont ministres de l'Éducation nationale en France. Enfin, je vise personne, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en gros, la culture est un tout. La culture, c'est la musique, c'est la peinture, c'est la sculpture, mais c'est aussi la culture scientifique. La science en tant que culture, en tant que moyen de penser, en tant que moyen d'essayer de comprendre le monde. Donc là, je pense que ça, quelque chose d'important. Et là aussi, je pense qu'il faut faire un enseignement pour dire comment on l'utilise. Je donne l'exemple du marteau et de la fusée. Avec un marteau, vous pouvez construire une maison. Mais avec un marteau, vous pouvez tuer votre voisin. Et ce n'est pas le marteau qui est responsable, c'est celui qui l'utilise. Avec une fusée, vous pouvez aller bombarder les autres et massacrer. Avec une fusée, vous pouvez explorer la planète. Et ce n'est pas la fusée qui est responsable. Donc la science, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. La science, elle n'est pas de gauche, elle n'est pas droite. Elle est. Et tout est dans l'utilisation qu'on en fait. Et donc là aussi, je pense qu'il y a un gros effort à faire. Et on est dans un monde où le chiffre, les gens qui n'y connaissent rien utilisent des chiffres. Vraiment mal à propos, je ne vais pas développer ça. Et à l'école aussi, beaucoup trop d'écoles, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est en Suisse, on apprend aux enfants à répéter la parole du maître. Moi, je proposerais qu'on leur apprenne à penser. Ça serait plus utile. Mais enfin bon, en tant qu'astronome, je ne suis pas quelques siècles près, hein, donc je suis optimiste pour la Suisse. Et alors, la science en même temps, ça c'est une bonne image de l'organisation de la recherche en Europe. Hein. C'est-à-dire que la bureaucratie nous a envahis, et je prétends que les chercheurs, français en tout cas, mais européens, ne font plus de science, ils font du papier. Hein. Donc 60% de la population rédige des demandes de crédit, pendant que les 40% restants perdent leur temps à lire les demandes de crédit. Hein. Et chacun sait que maintenant, on en est même au point où les gens ne lisent plus les articles, ils comptent le nombre d'articles, même quand c'est plein d'erreurs. Hein. Donc, parce qu'évidemment, un bureaucrate arrive à compter jusqu'à 100, en gros. Hein. Donc là aussi, c'est une hérésie. Alors, il y aurait d'autres manières d'organiser la science, mais enfin, c'est une autre conférence, j'en parlerai un autre jour. Là aussi, il faut lutter contre ça. Moi, personnellement, dans mon pays, dans le sud de la France, quand on vend une vache, on se tape dans la main, le contrat est respecté. C'est l'envahisseur qui nous a imposé l'écrit. Donc, vous voyez, maintenant, je refuse de signer tout papier qui n'ait pas été écrit par moi-même. Donc, je ne signe aucun formulaire. Hein. Donc, alors, revenons. Là, cette image représente bien notre époque. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme est en train de sortir de son berceau. Un enfant n'est pas condamné à vivre toute sa vie dans son berceau. Un jour, il en sort. Et cette image, un de nos collègues qui était parti en week-end, bon, pas très loin, vous voyez, pour l'instant, hein, mais on dira dans les siècles futurs, tout a commencé en fin de XXe siècle et début du XXIe. Et là, des grandes questions se posent. Qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce que c'est que l'espace? Ces mots sont courants, les enfants l'utilisent, tout le monde utilise ces mots. Si vous me demandez de définir ces quantités, j'en suis incapable. Le temps, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce qui passe quand rien ne se passe? Je ne sais pas. Et puis il y a le temps biologique, le temps des horloges, dans l'activité. Bon, le temps, n'en parlons pas, on ne comprend rien. Bon. Alors l'espace, c'est quoi? L'espace, je vous dis avec force, l'espace n'existe pas. Nous ne sommes pas dans un univers où il y a un haut, un bas, une gauche, une droite, qui serait fini ou infini, avec un douanier à la sortie. Non, non. Ce que nous appelons, nous, espace, c'est l'environnement de la matière, pas dans un espace. Donc l'espace n'existe pas. Passons à la suite. La matière, c'est quoi? Alors ici, vous êtes bien placé à Genève, vous avez l'accélérateur de particules, le LHC, vous voyez, avec des particules qui franchissent la frontière franco-suisse sans arrêt, sans jamais voir un douanier. Hein, Et avec ça, on a trouvé le boson de Higgs, prix Nobel récent, etc. Et on a un modèle, physicien des particules. Alors je vais peut-être un peu vexer mes collègues physiciens des particules, il y a toujours un peu de rivalité entre l'astrophysique et la physique des particules. Ils ont un modèle qui s'appelle le modèle standard. Moi, naïvement, en tant qu'astronome, je trouve ce modèle compliqué. Je leur dis, vous savez, nous, astronomes, pendant 1500 ans, on avait un modèle qui s'appelait le modèle de Ptolémée, où la Terre était immobile au centre de l'univers, et une série d'épicycles expliquaient le monde des planètes. Et un de mes prédécesseurs à l'université à Paris s'appelait Jean du Sacré-Bois, il exerçait en 1255, et il avait appris aux étudiants qu'il y avait 72 épicycles imbriqués, les uns dans les autres, et il fallait que chaque étudiant connaisse chaque épicycle par son petit nom. Hein. Et ce modèle est évidemment complètement faux. Mais si vous voulez savoir où sera Jupiter dans le ciel,
le 14 décembre 2153, ce modèle vous donne la réponse. Autrement dit, en physique, un modèle n'est pas une description de la réalité, un modèle est un outil. Donc la matière, on n'a pas bien compris. Alors passons à la vie. C'est quoi la vie? Alors la vie, c'est le fait de se reproduire. Non, parce que je prends des cristaux de glace, je les mets au froid, ils se développent. Et c'est pas la vie. Alors c'est de respirer, d'avoir des déchets, c'est un peu tout ça. Et là, il y a quelque chose de formidable. C'est grâce à ce qu'ont fait Michel Mayor et Didier Queloz il y a quelque temps, nous sommes en train de penser à d'autres planètes autour d'autres étoiles, et peut-être, ou non, qu'il y a de la vie dessus, et ça sera, je crois, la grande aventure du XXIe siècle. Et si nous trouvons d'autres formes de vie, nous pourrons comparer, là aussi, la comparaison est essentielle, et peut-être mieux comprendre ce qu'est la vie sur Terre. Alors notre histoire des sciences, vous savez qu'il y a eu 3 grandes étapes, je distingue. 1, l'Antiquité, 2, la Renaissance, 3, la période actuelle. L'Antiquité, c'est quoi? C'est l'époque où les gens disent, il y en a qui disent, oui, il y a du vent, il y a de la pluie, il y a des cyclones. Alors c'est le dieu du vent, c'est le dieu de la pluie, c'est le dieu de l'ouragan. Donc je vais faire un sacrifice au dieu pour le mettre de bonne humeur. C'est une approche du monde. Et d'autres qui ont dit, non, je vais essayer de comprendre comment ça se passe. Écoute, ils inventent, les Sumériens, les Égyptiens avaient eu ça avant, mais ils développent la pensée rationnelle, c'est-à-dire toute cause a un effet, tout effet a une cause. Et pour moi, cette image représente bien ça. Vous avez ici, vous reconnaissez Delphes, l'oracle à Delphes, et puis un de nos collègues astronomes a photographié le Soleil tous les matins à 6 heures, et de temps en temps, il y a des nuages. Voici la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel. Donc en bas, Delphes, c'est quoi? On va voir l'oracle. Et on dit à l'oracle, raconte-moi le monde, ça marche comment? Le futur, c'est quoi? Et l'oracle répond, aïe. Alors vous connaissez l'histoire, c'est qu'il y avait là des jeunes filles habillées d'une robe assez spectaculaire qui étaient au-dessus d'une source d'un produit un peu polluant. Parlant vulgairement, elles avaient un peu fumé la moquette. Et la foule venait avec du commerce florissant aux alentours. Technique encore utilisée de nos jours. Donc vous voyez, c'est une manière de comprendre le monde. On va voir l'oracle. Et l'autre manière, c'est d'essayer de comprendre le mouvement du soleil dans le ciel. Ça, c'est à 15 ans, on a compris. Et ça, c'est ce premier mouvement de la pensée rationnelle, mais avec un défaut. C'est que les Grecs ont négligé l'observation. Et donc, ils avaient des théories, mais ils n'ont pas observé comme il fallait. Et la Renaissance scientifique le fait. Ces 2 images, pour moi, sont symboliques. Nous sommes là le 17 février 1600, et Giordano Bruno est brûlé en place publique pour avoir dit que les étoiles étaient de soleils lointains, qu'elles devaient être entourées de planètes, qu'il y avait peut-être de la vie à leur surface, toutes choses qu'on enseigne chaque jour à l'université. Vous voyez qu'on prend des risques, puisqu'à l'époque, c'était qu'on ait une mort. Il avait dit ça. Il avait aussi dit que Marie n'était pas vierge. Ça n'avait pas plu. Et donc, on l'a brûlé en place publique. Moi, on m'aurait brûlé, j'aurais dit non, pas sûr. On l'a brûlé. Et quelques années plus tard, là, on a 1600, là, on a 1610, eh bien, vous avez la lunette de Galilée. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'au cours du Moyen-Âge, les lentilles il y avait des techniques de polissage des lentilles. En gros, au Moyen-Âge, mais c'est encore vrai à notre époque, les hommes âgés étaient plus riches que les hommes jeunes. Et quand on est âgé, il y a la vue qui baisse. Pas que la vue d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Et donc, en gros, il y avait des artisans qui polissaient les verres, et il y a des artisans qui avaient des bonnes techniques, qui gagnaient beaucoup d'argent parce qu'ils avaient une bonne technique, et les hommes riches achetaient ces verres qui leur permettaient de mieux voir. Et à la même époque, à 10 ans d'écart, il y a des gens qui ont dit, mais voyons, si on met 2 lentilles côte à côte, selon comment on dispose ça, ça fait un télescope ou un microscope. On peut voir l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Et là, c'est la bascule complète. Au début, c'est un instrument militaire. On s'en servait pour voir l'armée en face. Et Galilée, plus intelligent que les autres, s'est dit, mais l'armée en face, c'est pas intéressant. Ils sont tous habillés pareil. C'est pas intéressant. Alors, je vais regarder le ciel. Et là, il fait une moisson de découvertes extraordinaire au mois de juillet 1610, où en quelques semaines, il trouve des taches sur le Soleil, boum, ça fait pas propre. Il trouve des cratères sur la Lune, il trouve des anneaux autour de Saturne, il trouve plus d'étoiles qu'on l'imaginait, et surtout, il trouve 4 satellites autour de Jupiter. Et le dogme de l'époque était que la Terre était au centre de l'univers et tout tournait autour. Et il y avait des choses qui tournaient autour d'autres choses que la Terre. C'était un premier coup de canif qui était donné au dogme. Et d'ailleurs, un de mes collègues qui est prof à la Sapienza à Rome m'a donné un facsimilé d'un manuscrit qui était à la Bibliothèque du Vatican, dans lequel les jésuites font la même observation qu'à l'époque de Galilée. Et alors, je traduis un peu librement, ils écrivent en latin l'observation qu'ils font, et ils font une remarque dans la marge en italien, en disant « sujet politiquement sensible à ne pas mettre entre toutes les mains ». Donc, vous voyez, le dogme ne s'en est jamais relevé. Au passage, un clin d'œil à 2 collègues, Erasme, qui a dit « homo fit non nascitur ». Et pour moi, c'est la raison profonde pour laquelle je suis enseignant à l'université. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on ne naît pas homme, on le devient. Et l'éducation est essentielle. D'un enfant, vous pouvez faire un génie ou un monstre, selon la manière dont vous le traitez. Et pour ça, c'est essentiel, et tout le monde n'a pas compris qu'on est essentiel. Et l'autre, c'est Fontenelle, cet homme qui a vécu 100 ans à l'époque de Louis XIV et Louis XV, c'était rare à cette époque-là, et qui est le premier à avoir écrit des livres de vulgarisation pour les femmes.
l'époque, les femmes étaient mises de côté. Alors, évidemment, c'est les femmes qui savaient lire, donc les femmes de la noblesse. Mais il a écrit ses livres et il a défini la science, pour moi, de la meilleure des manières. La science, c'est l'esprit curieux et les yeux mauvais. Pour moi, c'est ça, la science. En plus, c'est un homme qui avait quand même certaine personnalité, parce que quand il avait 90 ans et qu'il voyait une superbe jeune fille, il disait « Ah, si seulement j'avais 80 ans !» Alors, maintenant, la question que je pose, c'est que faut-il observer et comment interpréter? Autrement dit, un extraterrestre arrive sur Terre, il voit les hommes, il veut les étudier, qu'est-ce qu'il regarde? Alors, donnons une image, ici. Qu'est-ce qui est intéressant? Le masque, le corps, la radio ou le vêtement? Là, j'aime bien cette image. Vous avez vu ce petit repli du ventre, là, hein? C'est dans le cadre de ma lutte contre l'anorexie. Hein? Alors, autrement dit, vous voyez que le masque, ça donne une information. Dans la tragédie grecque, quand l'acteur rentrait avec son masque, le spectateur comprenait tout de suite. Le corps humain en donne une autre. La radio, oui, celle-ci, c'est une amie, ça s'appelle Audrey. Elle est aussi très mignonne, mais ce n'est pas la même. Hein? Et donc, qu'est-ce qui donne l'information? Autrement dit, vous voyez bien que si on regarde qu'une chose, on n'a pas forcément tout compris, si on a une vue seulement partielle. Et puisque c'est un peu tard ce soir, et pour éviter que tout le monde ne dorme, je vous rajoute juste de petites blagues, vous m'excuserez à mon âge. Vous connaissez l'histoire des pygmées, des pygmées aveugles. C'est des pygmées. Ils sont en Afrique, ils sont dans la jungle, ils sont aveugles. Et ils veulent connaître le monde. Alors ils sont aveugles, ils partent, puis ils partent pour tâtonner. Et ils rencontrent un éléphant. Alors ils tâtonnent. Et il y en a un qui touche la jambe de l'éléphant, l'autre qui touche la queue de l'éléphant, l'autre qui touche le ventre de l'éléphant, l'autre qui touche l'oreille de l'éléphant, l'autre qui touche la trompe de l'éléphant, l'autre qui touche la défense de l'éléphant. Chacun rentre dans son village, chacun raconte ce qu'il a vu, aucun ne raconte la même histoire. Pourtant, ils ont tous raison. Donc, qu'est-ce que faut-il observer? Est-ce qu'on ne voit pas qu'une partie de la chose, qu'une partie de la réalité? Et enfin, comment doit-on interpréter? Parce que dans ces histoires, vous connaissez l'histoire du savant fou. C'est un savant, il est fou. Hein. Il va dans un cirque. Il dit au directeur du cirque, passe-moi une puce savante. Alors il prend une puce, il dit à la puce, saute. La puce saute. Il coupe une patte de la puce, il est fou, hein. Il coupe une patte de la puce. Saute, elle saute. Il coupe la deuxième patte de la puce, saute, elle saute. Troisième patte de la puce, saute, elle saute. Il coupe la dernière patte de la puce, saute, elle saute plus. Donc le savant déduit que chez les puces, les oreilles sont au bout des pattes. Donc vous voyez, comment interpréter ça, j'ai déjà raconté l'histoire à certains collègues dont je ne croyais pas à leur théorie, mais on faisait une histoire. Alors, vous voyez, maintenant, nous avons, je l'ai dit, que la lumière, et cette lumière nous donne plein d'informations. Je vais passer, ça me rapidement, juste un clin d'œil. Ici, quand j'étais petit, nous étions dans les années 40, mesdames, votre maman n'était pas née, et on se chauffait au charbon. J'avais 2 ans, et ce que j'avais remarqué, c'est que si on passait les mains sur le charbon, moi je passais les mains, je peignais les murs de la maison, hein, ce qui énervait beaucoup ma maman, mais moi ça m'amusait. Puis l'hiver est arrivé, le charbon est devenu rouge, j'ai voulu faire le même truc, bon je vais pas recommencer. Hein. Ça veut dire qu'à 2 ans, on comprend que la couleur vous donne la température. Hein. Enfin, ceux qui n'ont pas compris ça à 2 ans, on appelle ça la sélection naturelle. Hein. Donc, vous voyez qu'on a l'information tout de suite, les étoiles n'ont pas la même couleur, la lave, etc. et autres. Et alors maintenant, la découverte fondamentale, celle de la lumière. Galilée a essayé de mesurer la lumière sur les collines de Florence. Il a fait des feux de bois, des sabliers, des draps de lit. Et puis, avec ses assistants, on bougeait pour voir. Il n'a rien vu, évidemment. Mais Romer, en 1776 à Paris, a remarqué que selon que la Terre était près de Jupiter ou loin de Jupiter, eh bien, les satellites étaient en retard ou en avance. Il en a déduit que les 22 minutes d'écart qu'il y avait, c'était le temps que mettait la lumière pour aller le long du diamètre de la Terre. Il a déduit une vitesse de 230 000 km par seconde. C'est pas le bon chiffre, c'est 300 000 en fait. Mais on a compris à cette époque que la lumière se déplace à une vitesse finie. C'était l'époque où Louis XIV avait dit à son ministre Colbert « Je veux développer les sciences et les arts, alors tu me prends les meilleurs en Europe, tu leur demandes combien ils veulent gagner et tu multiplies par 3. » Actuellement, l'Université française a une technique différente pour recruter ses professeurs. Et donc, ça, c'est fondamental, parce que ça veut dire que plus vous regardez loin dans l'univers, plus vous regardez dans le passé. Et la dimension temps est indiscernable de la dimension espace. L'espace et le temps vont ensemble, il faut essayer de comprendre ça. Là, j'ai un petit clin d'œil, jeune ici, qui m'avait énervé. C'est une histoire que vous avez bien connue à Genève. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand le CERN avait produit des protons, lesquels protons heurtaient un mur de béton, ce qui produisait des neutrinos. Les neutrinos étaient recueillis au Grand Sasso en Italie, et on avait annoncé que les neutrinos en question allaient plus vite que la lumière. Hein. Et moi, j'ai vu tout de suite, je me souviens, une réunion avec des collègues physiciens des particules à Paris, et à 8h30 du matin, c'est une grande découverte. À 10h du matin, ça ne peut pas marcher. À midi, non, il y a un truc qui ne va pas. À 3h de l'après-midi,
Si un journaliste s'appelle, on n'est pas là. Hein. Donc il y avait quand même des doutes. Et j'avais vu que la moitié de l'équipe n'était pas tout à fait d'accord, ce qui fait que j'ai écrit un article dans un journal. Bon, j'ai pas été très gentil, puisque j'ai dit dans cet article que c'est pas la lumière qui allait trop vite, mais c'est l'information qui allait trop vite. Et dans lequel j'ai rajouté que mes collègues physiciens en question avaient inventé une nouvelle particule que j'appelais le budgeton. Hein. Et donc... mais alors là, le comble du ridicule, vous voyez que, en fait, on sait qu'il y a une soudure qui était mal faite, enfin bon, mais ils étaient en fin de crédit, donc, mais la moitié de l'équipe n'était pas d'accord pour le communiquer. Et le pire, c'est la ministre italienne de l'époque, qui était une dame qui a fait un communiqué le vendredi matin pour se féliciter de cet apport fondamental de l'Italie à une découverte fondamentale. Et cette découverte était quoi? Était la construction d'un tunnel de 730 km de long pour aller de Genève au Grand Sasso. Chacun sait que le neutrino, ça passe dans un tunnel. À l'instant même où je vous parle, chacun d'entre vous est traversé par 89 milliards de neutrinos chaque seconde. Et je suis persuadé que ça ne nous chatouille même pas. Hein. Et donc, on peut se communiquer. Alors, ce communiqué a été retiré tellement il était ridicule le dimanche soir. Mais vous voyez comment on a mené la recherche. Bon, je ne suis pas très gentil pour la dame, mais quand on la voit, on a compris comment elle était recrutée. Je dirais qu'elle avait été recrutée selon des critères berlusconiens. Hein. Donc la recherche était maltraitée. Hein. Alors, le maître mot de tout ça, c'est l'évolution. Tout évolue. Voici la situation de Genève dans 250 millions d'années. L'Afrique nous pousse, la Méditerranée se referme. Donc dans 250 millions d'années, Genève sera au-delà du cercle polaire. Je vous donne cette info parce que si vous voulez acheter une maison dans le coin, vous pouvez dire au propriétaire que les conditions vont se dégrader, il a intérêt à vendre rapidement à un bon prix. Hein. Enfin, vous barrez 250, etc. Autrement dit, voilà, on sera au-delà du cercle polaire. Et dans 1 milliard d'années, voici Genève. Dans 1 milliard d'années, que se passera-t-il? Eh bien, au centre du Soleil, et vous verrez demain, M. McDonald vous en parlera mieux que moi, eh bien, il y a 4 atomes d'hydrogène qui font un atome d'hélium. Ça veut dire qu'au centre du Soleil, 4 atomes qui en donnent un seul, ça veut dire un plus petit volume, donc une plus grande densité, une plus grande pression, une plus grande température. Et au cours du temps, le Soleil est un peu plus chaud qu'il n'était avant. Quand la vie a démarré sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, le Soleil était 30% plus froid à peu près. Il continue à être plus chaud, ce qui fait que dans 1 milliard d'années, ça sera un peu plus chaud, il n'y aura plus d'eau liquide sur Terre. Donc, ça sera un désert en quelque sorte. Alors, ne rentrez pas attristés chez vous, puisque je viens de vous dire que la vie sur Terre est plus près de la fin que du début. Hein, puisque ça a commencé il y a 3,8 milliards d'années, et ça sera fini dans 1 milliard d'années. Dites-vous qu'1 milliard d'années, ça donne quand même le temps de se retourner. Hein. Pour s'adresser à une entreprise de déménagement, il y a une bonne référence. Et pour aller dans un endroit sympathique dans l'univers, et il ne manque pas d'endroits sympathiques dans l'univers. Hein. Donc, je vous donne une photo de Genève avec ses évolutions. Ça, c'est Genève aujourd'hui. Hein. Ça, c'est Genève dans 250 millions d'années. Et ça, c'est Genève dans 1 milliard d'années. Mais je suis pas sûr du jet d'eau. Hein. Je sais pas si Mais il ne faut pas s'attrister de la mort, parce que le Soleil, comme toutes les étoiles comme lui, il va finir en beauté. Quand une étoile finit, eh bien, il y a une belle nébulosité. Vous savez, c'est comme dans certains pays de l'Asie ou de l'Afrique, quand il y a la mort, eh bien, on danse, on met des fleurs, on fait une fête. Voici le genre d'image, de nébulosité, qui est autour du Soleil quand il sera mort. Mais là, c'est dans plus de 5 milliards d'années. Alors, les 2 grands progrès de l'astronomie ces dernières années, ils sont de 2 natures. C'est le fait que nous allons au-delà de l'atmosphère. Ceci a 2 conséquences. Parce qu'aller au-delà de l'atmosphère, disons, nous protège. Elle nous protège des rayonnements gamma, X, sans lesquels on serait mort. Hein. Donc, grâce à elle, on respire dans cette atmosphère. Sans elle, on n'existe pas. Mais en nous protégeant, elle nous masque l'information. Elle nous arrête les rayonnements différents que pourtant les astres émettent. Hein. Donc, ce voile d'atmosphère qui nous protège, nous sommes capables de passer à travers. Et chacun sait que dans la vie, quand on retire un voile, on fait un progrès. Hein. Et donc, en gros, on va au-delà de l'atmosphère et on voit les rayons gamma, les rayons X, toutes les longueurs d'onde que nos ancêtres ne connaissaient pas. Et en plus, on va se promener d'une planète à l'autre. Et un peu comme Christophe Colomb, comme Magellan, qui faisait des grands voyages, on découvre des mondes nouveaux. C'est ça le grand progrès de notre 21e siècle. Quand Van Gogh peignait un ciel étoilé à Arles, il était en bonne santé. C'est le ciel que voient nos yeux. Van Gogh tombe malade. Il est fou. On l'enferme. Et il est tellement fou, mais il continue à peindre. Et Van Gogh, voilà ce qu'il peint. Il faut être fou pour ça. Eh bien, ce ciel-là est beaucoup plus près de la réalité que le précédent. Si vos yeux voyaient tous les rayonnements, eh bien, ils verraient les rayons X, les rayons gamma. Ça serait tous les soirs la fête. Hein. Je ne sais pas la date de la fête nationale suisse, mais en France, ça serait tous les soirs le 14 juillet. Hein. Voilà aussi le vrai ciel. Et ces rayonnements que vous connaissez, vous écoutez la radio, vous faites cuire un poule au micro-ondes, vous chauffez à l'infrarouge, vous bronzez l'été, vous allez chez une radio à l'hôpital, faites soigner d'un cancer. Tous ces rayonnements existent sur Terre, mais les astres les émettent, nous les connaissons. Et donc le ciel,
C'est la carte du ciel, vous connaissez, avec la Voie lactée, nuage de Magellan, vous avez Orion qui est par là, Sagittaire qui est par là, Fucus qui est par là, enfin vous connaissez le ciel. Si vous avez un de vos cousins qui ne le connaît pas la peine d'appeler l'hôpital, je veux dire, ça se soigne. Hein, Eh bien, ce ciel dans toutes les longueurs d'onde est différent, c'est pas le ciel aujourd'hui, mais vous voyez, c'est le ciel en radio, en infrarouge, en millimétrique, en rayon gamma, il est différent. Et l'image que je donnerais, c'est que si vous allez demain écouter un opéra, ou écouter un concert, avec 150 musiciens, et vous entrez dans la salle, vous êtes sourd. Et vous n'entendez qu'un instrument. Et si l'instrument que vous entendez, c'est le triangle qui joue 3 fois dans la soirée, vous vous ennuyez. Hein. Eh bien, vous secouez l'oreille, à la fin du concert, vous entendez les 150 instruments, vous avez toute la symphonie. Eh bien, les astronomes, jusqu'à aujourd'hui, n'entendaient qu'un instrument, la lumière visible. Ils ont maintenant toute la symphonie du ciel. Et c'est ça qui a changé complètement leur vie. Et ils explorent les planètes. Voici un dessin de Granville, en 1850, le rêve de nos ancêtres, d'aller explorer les planètes. Eh bien, ce rêve est enfin devenu réalité. Bon, avec une technique un peu différente. Hein. Alors, l'exploration du système solaire, pour moi, j'ai eu la chance de participer en tant que membre de l'équipe d'imagerie à la mission Voyager, qui pour moi a été la plus belle de toutes, parce qu'on a des points de lumière dans le ciel, ce sont des mondes à part entière. Nous avons exploré successivement Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La première photographie de la Terre et la Lune, et la dernière de Neptune et Triton, de cette aventure extraordinaire. Je ne vais pas vous le décrire évidemment, mais juste une remarque. Voici le satellite Io. Quand on l'a vu, on n'a rien compris. Moi, dans l'équipe, j'étais chargé de compter les cratères. Parce que plus un territoire a de cratères, plus il est bombardé, moins il y a de géologie. Donc ça donne l'âge de la surface. Hein. Et donc, il y a 0 cratère. Donc, je n'étais pas débordé ce jour-là. Hein. Eh bien, quand on a vu ça, on n'a rien compris. On s'attendait à voir un truc comme la Lune, et on voit ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est une pizza, c'est une maladie pas avouable, bon, c'est quoi ? Et le blanc, c'est de la glace, le jaune, c'est du soufre, le noir, c'est des volcans en activité. Quand on a survolé pour la première fois, 8 volcans étaient en activité. Nous en avons depuis détecté 110, un monde en volcanisme intense. Si vous survolez la Terre à un moment donné, vous n'avez aucune chance de voir un volcan en activité. Là, il y en a plein. Et la suite, après avoir visité les planètes, on tourne autour. C'est la mission Cassini. Mission Cassini, pour donner une petite idée du temps que nous mettons, j'ai participé avec quelques collègues à une réunion à Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles, au mois de juin 1980. Bon, mesdames, hein, vous n'étiez pas nées loin de là. Eh bien, ce jour-là, on se réunit et on dit, tiens, si on allait explorer Saturne. Et je me souviens de l'ambiance avec les collègues me disent, non André, c'est trop compliqué, c'est trop cher, on n'y arrivera pas. Moi, je leur dis un slogan de ma jeunesse que je vous recommande, dans la vie, il suffit de dire qu'une chose est impossible pour qu'elle le devienne. Alors on s'est battu, on a mis sa cravate, on est allé voir le chef d'État, et coût de la mission 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, ou 4 milliards de dollars, comme vous voulez. C'est pas beaucoup, parce que je connais des banquiers qui, avec la même somme, font moins bien. Hein. Et donc, on s'est battu pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, feu vert des agences spatiales américaines et européennes pour aller voir Saturne. On a sélectionné les scientifiques entre 1990 et 1991, j'ai eu la chance d'être membre qui est d'imagerie. On a construit la sonde jusqu'en 1997, on a lancé en 1997, on est arrivé à Saturne en 2004, nous devions finir la mission en 2008, et comme ça marchait bien, on a voulu continuer. Et là, il y a un problème. C'est qu'en Europe, on est mal payé, mais à vie. Alors qu'aux États-Unis, on est bien payé, mais pas longtemps. Alors donc, si on continue la mission, pour les Européens, c'est pas gênant, mais pour les Américains, ça fait payer très cher des ingénieurs en grand nombre. Et donc, on a réussi à prolonger la mission jusqu'en 2010 pour voir l'équinoxe. Et puis en 2010, on aimerait bien voir le solstice. Hein. Alors, on était prolongé jusqu'en 2017. Et donc, moi, je suis financé par l'Agence spatiale française jusqu'en 2019 pour suivre la mission. Et donc, je cherche un boulot pour 2020. Si vous m'entendez parler, je suis preneur. Hein. Donc, explorer le monde, c'est connaître Saturne, les anneaux, les satellites, essayer de connaître ça. Je ne vais pas vous raconter tout ça, évidemment. Laissez-moi simplement vous donner une nouvelle que je trouve extraordinaire et qui est en lien avec le sujet aujourd'hui de la recherche de la vie. C'est un petit satellite de Saturne qui s'appelle Encelade. Vous avez Saturne, les anneaux, Titan, Encelade. Et Encelade est un petit corps de 500 km de dimension. J'ai appris pendant des dizaines d'années, mes étudiants, que plus un corps est petit, plus il est mort. La Lune est petite, elle est morte géologiquement parlant, la Terre est grosse, eh bien, il y a de la dérive des continents, des volcans, des fractures, etc. Elle est vivante. Alors on s'attendait à voir un corps mort. En fait, quand vous approchez Encelade, vous avez un corps qui a très peu de cratères, visiblement il y a de la géologie. On s'attendait à avoir un équateur chaud, un pôle froid. On a trouvé un équateur froid et un pôle chaud. Ah, qu'est-ce que c'est ? Et la découverte, nous la faisons en 2006. Il y a des éruptions. Ah, est-ce que ce sont des volcans ? Est-ce que ce sont des geysers ? Alors on a mis 4 ans à travailler avec des étudiants qui passaient la thèse et autres, et la découverte est la suivante. Il y a au pôle sud d'Encelade des geysers, et le modèle que nous avons pour le comprendre, c'est qu'il y a un océan d'eau liquide, très légèrement salée, sous le pôle sud,
Et cet océan, on l'a surnommé l'océan Perrier, du nom de l'eau minérale, vous voyez, parce que ça fait des bulles. Hein. Et donc ça sort par les fissures de la banquise, mais vous êtes à 20 degrés là, et à l'extérieur, vous êtes à 200 degrés. Donc vous sortez de la vapeur d'eau, et oui, mais à moins de 200 degrés, c'est solide, ça fait un bouchon, ça bouche. Et donc du coup, ça sort à côté. Et donc vous avez des vallées en forme de V avec un tas de bouchons qui ont bouché les éruptions précédentes. Et les éruptions continuent sans arrêt, c'est pas un jour, on comprend des phénomènes vus en 1970, en 1980, en 1990, sont expliqués par ça. Et ces éruptions ont lieu en 2006, 2007, 2008, 2010, 2014 et continuent sans arrêt. Donc vous avez un phénomène assez étonnant. Et pour vous donner une idée de ce qui sort ici, voici le long de ces failles, vous avez 110 éruptions qui ont été observées depuis 2006 jusqu'à 2014. Et alors ce qui est frappant dans ça, c'est que vous avez trois choses qui existent. Vous avez d'une part, de l'énergie, puisqu'il faut de l'énergie pour sortir ça. D'autre part, de l'eau, solvant. Et enfin, la chimie du carbone, très belle chimie du carbone. Plein d'hydrocarbures. Si George Bush avait été au courant, il serait parti là-bas, mais enfin, c'est autre chose. Et donc, vous avez tout ça. Mais si vous me demandez quelles sont les conditions nécessaires pour que la vie existe quelque part, pour que la vie existe, il faut de l'énergie, il faut de l'eau, il faut de la chimie du carbone. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que là-bas, il y a des dauphins et des baleines. Je suis en train de vous dire que les conditions pour que la vie existe sont réalisées et on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, on va y retourner. Et peut-être et deux choses l'une, ou bien on va trouver de la vie. Et là, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'elle est à un endroit tout à fait inattendu, loin du soleil, très froid, qu'on n'avait pas imaginé. Et ça nous permettra de comparer avec la vie terrestre. Ou bien on n'a pas trouvé la vie. Et si on ne la trouve pas, ça veut dire que les conditions sont réunies. Et ça n'a pas démarré. Donc il nous manque un maillon, en quelque sorte. Quel que soit le résultat, c'est passionnant. Et ce phénomène qui est observé sur Encelade existe aussi sur Europe, satellite de Jupiter, sur Ganymède, satellite de Jupiter, sur Callisto, satellite de Jupiter, sur Titan, satellite de Saturne, et sur Triton, satellite de Neptune. Je dis sur, mais ça va être dessous, des océans souterrains, avec une température correcte, de l'eau, de la chimie. Donc à la surface, vous devriez voir des éruptions comme ça. Et alors l'autre jour, j'étais à Versailles, et Louis XIV a fait un bassin, c'est le bassin Encelade. Hein. Donc je l'ai envoyé à mes collègues américains en disant, finalement, Louis XIV avait compris avant nous ce qui se passait. Hein. Et Triton, vous voyez, photo de voyageur, quand on a surveillé Triton, là aussi, on s'attendait à voir un objet comme la Lune. Et en fait, vous avez un objet étonnant, avec une forme X. Ceux qui cherchent la planète X l'ont peut-être trouvé, c'est écrit dessus. XY, donc on a le sexe de l'objet. Hein. Et puis, vous voyez des traînées noires comme ça. Et avec ces traînées, on a fait un film. Et je vous montre pas de film, juste une photo. Vous voyez un trait vertical, puis un trait horizontal, et un trait parallèle en dessous. Eh bien, ce trait vertical que ça, c'est un geyser. Au sommet du geyser, vous avez un nuage, et vous avez l'ombre du nuage sur le sol. Vous dites, un geyser, je sais ce que c'est. J'étais en Islande, j'étais à Yellowstone, on voit un geyser, ça fait 20 mètres, ça fait du bruit, c'est joli, j'ai montré aux amis. Et oui, mais là-bas, le geyser, il fait 8 km d'eau. C'est du geyser. Hein. C'est autre chose. Hein. Et sur un objet comme Titan, vous voyez, ça, vous avez Vénus, vous avez la Terre, vous avez Mars. Titan, ça va être de Saturne, il a la taille de Mars. Répétez pas, mes collègues travaillent sur Mars, mais moi je dis Mars, hein, c'est comme quelqu'un qui était un peu loupé à la naissance, mais qu'on aime bien quand même. Hein, c'est une petite planète, toute petite. Mais Titan est aussi gros. Et sur Titan, ce qui est étonnant, il y a une atmosphère de méthane. Or, sur Terre, le méthane est essentiellement dû aux vaches qui se laissent un peu aller. Hein. Donc, il y a peu de vaches sur Titan. Il faut donc comprendre comment tout ça se passe. Et voici notre découverte. L'atmosphère est opaque. Et avec nos caméras, on trouve une tache. Et en comparant les caméras et le radar, ce qu'on a ici, c'est un lac liquide à la surface de Titan. Et cette surface de Titan, elle est faite de lacs liquides de couleur noire, avec un rivage de couleur bleue, sur un sol de couleur marron. Vous allez me dire, oui, mais il fait moins de 100 degrés, c'est pas de l'eau. Et non, c'est pas de l'eau. C'est du méthane et de l'éthane liquide. Et au gré des saisons, ça s'évapore sous forme de nuages, puis il y a des pluies, puis des rivières, et vous avez le cycle du méthane en surface et de l'éthane, comme vous avez le cycle de l'eau sur Terre. Et en plus, en sous-sol, il y a des océans d'eau liquide. Et le sol est fait de glace d'eau, seulement à moins de 100 degrés, la glace d'eau est plus dure que la roche sur Terre. Donc un endroit assez étonnant. Alors, je finis bientôt l'introduction. Hein, Donc, on va bientôt attaquer le sujet. Hein, Alors, la question des origines. Alors, l'origine de l'univers, ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas en parler longtemps. Simplement, regardez un coin du ciel ici. Ce coin du ciel est grand comme si vous tendez votre bras avec une aiguille, et c'est grand comme la pointe de l'aiguille, simplement. Et dans ce coin du ciel, il y a un monde fou. Chaque objet que je vois, c'est ce qu'on appelle des galaxies. C'est que les étoiles vivent en communauté. Et la galaxie est à l'astronome, ce que l'atome est au physicien, la molécule est au chimiste, ou la cellule est au biologiste.
L'astronomie, c'est un ensemble de galaxies où vous avez des centaines de milliards d'étoiles. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, 4 personnes ont permis de comprendre ce qui se passait. Je leur rends un petit hommage au passage. Il s'agit d'Albert Einstein, d'Edwin Hubble, de Georges Lemaître et de Georges Gamow. Einstein, il écrit une théorie qui s'appelle la relativité générale pour expliquer à grande échelle les lois de physique qui existent. Edwin Hubble, il constate que plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne de nous. Donc on comprend que l'univers est en expansion. Georges Lemaître dit « Ah oui, mais si l'univers est en expansion et si on remonte le film en arrière, il y a un moment où ça doit être tout petit, ça doit être un tout petit volume, donc on est parti de quelque chose pour démarrer ça. » Et Gamow, que j'adore, parce que Gamow avait beaucoup d'humour, et je pense que les gens qui n'ont pas d'humour, souvent, ne sont pas terribles. J'adore Démocrite et Gamow. Et Gamow a fait une plaisanterie. Et sa plaisanterie consistait à dire « Ah oui, mais si tout ça était rassemblé, si au début c'était tellement chaud qu'il y avait pratiquement du rayonnement, peut-être qu'on a fabriqué tous les atomes à ce moment-là. » Ce qui n'est pas la vérité, vous apprendrez demain comment ça se fait en fait. Et Gamow a écrit un article qui était une plaisanterie qu'il a signé avec Albert et Bethe. Et donc Albert était un de ses étudiants, Bethe était un prix Nobel de physique, et ça fait Albert, Bethe et Gamow, ça fait l'alpha, bêta, gamma. Vous voyez, donc, et dans ce petit article qui était rigolo, il dit s'il y avait au début un rayonnement intense, peut-être qu'il en reste quelque chose aujourd'hui. Un peu comme si dans cet amphithéâtre, où j'arrête les fuites d'eau et ici, quelqu'un rentre en courant avec du gaz à 3000 degrés, il casse une fiole de gaz, puis il part en courant. Et vous prenez un thermomètre, prenez la température, moi on casse la fiole, 1 seconde après, 1 heure après, 1 jour après, 1 semaine après, 1 mois après, il reste un petit quelque chose. Et de ce petit reste qu'a imaginé Gamow, eh bien bon, il a écrit un article dans les années 47, 48, je ne sais plus exactement, pas beaucoup de gens ont fait attention. Et puis, quelques années plus tard, deux jeunes qui étaient à la Bell Telephone Company construisaient une antenne de réception. Et dans cette antenne de réception, ils étaient sérieux et pour communiquer avec les satellites qui avaient une forme de cornet. Et dans cette antenne, ils constatent qu'elle est parasitée. Ils disent « Ah, c'est l'armée, arrêtez-vous. » L'armée arrête, parasité. « Ah, c'est la radio, arrêtez. » Parasité. Ah, c'est les pigeons qui font leurs besoins dans l'antenne. Alors, ils ont nettoyé la fiente de pigeons. Comme je dis à mes étudiants, il n'est nul son métier, puisque nettoyer la fiente de pigeons peut conduire au prix Nobel. Et c'était toujours parasité. Et finalement, ils ont écrit un article d'une page qui s'appelait « De l'antiparasitage des antennes radio ». Oui, bon, ça n'a pas une diffusion extraordinaire. Et dans cet article, il y a un parasitage, on ne comprend pas d'où ça vient. Ah tiens, peut-être que c'est le truc de Gamow, qu'il a cité il y a des années 40. Résultat, prix Nobel. Ils avaient trouvé le rayonnement fossile de ce début de l'univers, enfin pas du début, pardon, de cette étape du début de l'expansion. Et ce tableau d'échelle représente d'abord ce qui se passe. L'expansion n'est pas par rapport à nous, il n'y a pas un centre d'expansion. Vous avez cette structure infinie qui est faite de structures métalliques. Bon, je finis l'introduction. Et donc, si vous chauffez ceci, ça va se dilater, et chaque maille va s'éloigner de toutes les autres mailles. Et donc, ça va dilater. Chacun pense qu'il est au centre, mais personne n'est au centre, évidemment. L'univers est forme de filaments. Bon, la Madeleine Vierge, là, je passe rapidement. Si je sortais l'univers, ce qui est idiot, on pourrait sortir, vous verriez une espèce d'immense éponge. Et ce rayonnement de 380 000 ans après les 13,82 milliards d'années, c'est la première lumière qu'on puisse recueillir. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que ce rayonnement est totalement homogène. Il y a des petites irrégularités. Vous avez du rouge, du bleu. Ça veut dire des petites différences de température sur un 100 millième ou 1 millième, c'est tout petit. Et c'est avec ça que plus tard on fait des galaxies, des étoiles, et finalement la vie. Alors là, je passe rapidement. Ça, je me moque un peu de mes collègues. Actuellement, on discute beaucoup sur l'univers. Ça, c'est la somme des théories, et ça, c'est les preuves. Hein. Alors maintenant, l'origine, vous voyez, j'ai à peine le temps de commencer. J'avais proposé de faire la seconde conférence en anglais, hein, la même pour je sais pas, et donc, en gros, les étoiles qui se forment, c'est normal, c'est du gaz qui va se rassembler sur lui-même. Mais est-ce que les planètes autour, c'est un grumeau, c'est un loupé de la recette de cuisine, ou est-ce que c'est un sous-produit naturel? Il y a 20 ans, je vous dis, j'en sais rien. Aujourd'hui, tous les astronomes sont persuadés que les planètes sont un sous-produit naturel de la formation des étoiles, au point même où nous pensons qu'il y aurait dans l'univers plus de planètes qu'il n'y a d'étoiles. Alors, cette question, elle dépasse presque la science, puisque dans les tribus primitives, eh bien, prenez les tribus en Océanie, les Esquimaux, les Africains, l'Asie, le pays nordique, etc., chaque tribu avait un mythe. Quel était le rôle du mythe? Le mythe racontait l'histoire du monde. Et ce mythe était un peu le ciment de la tribu. Si quelqu'un disait « je ne crois pas à ton histoire, je ne suis pas d'accord », eh bien, soit il était mis à mort, soit il était chassé. Et donc, ce mythe des tribus primitives, moi j'avais commencé à écrire un bouquin sur les mythes des populations océaniennes. Bon, j'ai écrit 1800 pages que je n'ai jamais publié, sinon je l'aurais vendu en pharmacie, rayon somnifère. Hein. Et donc, ce mythe-là, l'origine était importante. Un jour, les religions arrivent, les religions monothéistes arrivent. Alors, vous êtes chrétien, on dit « je connais l'origine du monde, c'est écrit dans la Bible. Vous êtes musulman, je connais l'origine du monde, c'est écrit dans le Coran. Vous êtes juif, je connais l'origine du monde, c'est dans la Torah. » Puis plus tard, les scientifiques s'en emparent.
s'en emparent. Et à la Renaissance, les deux plus grandes puissances de l'époque étaient la France et l'Angleterre. Alors il y avait une théorie anglaise de la formation des planètes et une théorie française. Les Anglais disaient qu'une étoile est passée en arrachant un filament de matière qui s'est refroidi, ça en est les planètes, et les Français disaient non, c'est une nébulosité qui s'est aplatie. La querelle a duré plusieurs siècles. Enfin, on s'est battu avec les Anglais sur d'autres sujets aussi. Hein. Et nous avons la réponse qu'en 1953. Et je voudrais signaler dans cette affaire, c'est les Anglais qui avaient tort. Et si vous ne me croyez pas, eh ben, vous le vérifiez ce soir. Si la Terre est quelque chose qui est sorti du Soleil, eh bien, le deutérium, isotope de l'hydrogène, il n'y en a pratiquement plus parce qu'ils étaient chauds. Si la Terre est un milieu froid, il reste du deutérium. Donc, ce soir, vous rentrez chez vous, vous ouvrez le robinet, vous faites couler l'eau, vous séparez l'hydrogène et l'oxygène, vous donnez un peu d'énergie, hein, et vous comptez les atomes d'hydrogène. Et si vous trouvez moins de 2 atomes de deutérium pour 10 millions d'atomes d'hydrogène, c'est les Anglais qui ont raison. Et si vous trouvez un atome de deutérium pour 500 000 atomes d'hydrogène, c'est les Français qui ont raison. Vous me direz demain matin si vous avez trouvé. Hein. Et un peu plus tard, les deux plus grandes puissances mondiales sont les États-Unis et l'Union soviétique. Alors il y a une thèse américaine de la formation des planètes et une thèse soviétique. Les deux disent les corps se cognent et se rassemblent, mais les uns disent il y en a un qui prend le pouvoir, il tape tout le monde, c'est le chef, et les autres disent non, tout le monde croit à la même allure, il n'y a pas une tête qui dépasse. Je vais deviner qui est soviétique et qui est américain dans cette approche. Vous voyez, donc le sujet va au-delà. Alors, je passe rapidement l'origine, la vision anglaise, la vision française, une nébulosité. Au passage, je montre une image qui date d'il y a quelques jours. Le télescope ALMA a trouvé un disque de matière à Sheltori à 450 années-lumière, et il y a ce disque à 1 million d'années. On pensait que ces divisions sont faites par des planètes qui se forment et qui font des divisions dans le disque. Et apparemment, on pense qu'un million d'années, on n'a pas eu le temps de former de telles planètes. Donc c'est un grand mystère. Le travail n'a pas encore été fait, mais c'est un résultat extraordinaire, je trouve, qui vient d'être obtenu pour comprendre ces systèmes. L'âge de la Terre, j'ai pas le temps. On cherche des preuves. Bon, c'est un autre Neptune, j'ai pas le temps. Les comètes, j'ai pas le temps. Les astéroïdes, j'ai pas le temps. Alors, la comète Gerasimenko, par la ces balles de Russe, qui, vous savez, une sonde européenne s'approche de cette comète. Mercredi, on doit se poser dessus, un petit engin doit se poser dessus. C'est pour ça que je serai là demain, je serai là vendredi, mais mercredi, je dois faire un aller-retour à Paris. Et donc, on va se poser sur cette comète, qui n'a pas du tout l'aspect qu'on avait imaginé, qui est beaucoup plus sombre qu'on l'avait imaginé. C'est un très bel exploit de l'Europe. On aurait pu le faire il y a 30 ans, mais bon, on va un peu doucement. Regardez ces photos impressionnantes de la comète. Et qu'est-ce que sont ces comètes? Ce sont des morceaux de la matière qui a formé les planètes. Ce sont les briques où le colimaçon n'a pas encore déblayé le terrain. Et il reste des briques qui n'ont pas été utilisées pour les planètes. C'est ça qu'on étudie pour comprendre ce qui se passe. Et voici le site d'atterrissage ici, voici la comète, on va se poser là. Et là, c'est pas très commode parce que le champ de gravité est compliqué, parce que si on va trop dur, on s'enfonce trop. Si on va pas comme il faut, on rebondit, si on est sur une pente, on roule, on a les pattes en l'air, ça marche pas. Des harpons, et on tire pas en tir balistique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des fusées qui commandent ça. Et comme je dis, les footballeurs au football, quand ils tirent un coup franc, ils ne réussissent pas toujours le but. Là, on doit réussir le but à coup sûr, et pourtant on est moins bien payé qu'eux. Et donc, alors, le système solaire, c'est les collisions. Alors, les météorites, les collisions, ça, c'est un mariage. On arrive à faible vitesse, on s'embrasse, on se marie. Là, c'est un divorce, on cogne un peu dur. Et donc, la succession de mariage et de divorce vont faire qu'on va accumuler des planètes. Ça, c'est des phénomènes pas agréables, mais ça ne dure pas longtemps. Et donc, finalement, le grand schéma de la formation des planètes autour du Soleil, c'est que vous avez une nébulosité qui s'effondre sur elle-même à cause de la gravitation. Donc, au centre, pression, température, densité augmentent. Quand on atteint 10 millions de degrés, les réactions thermonucléaires de fusion commencent. Vous avez de l'énergie pour 10 milliards d'années. Le Soleil est à mi-chemin à peu près. Et la périphérie, vous avez une nébulosité qui frotte, et on frotte un peu plus durement dans la direction de l'axe de rotation que dans la direction perpendiculaire. Donc on aplatit le système. Donc vous avez un centre par un Soleil, une boule de gaz qui va se former, et une périphérie par un disque. Et dans le disque en question, 5 étapes se déroulent. C'est d'abord un disque de gaz chaud, puis, comme le Soleil, quand il arrête la contraction, se refroidit en allumant la réaction thermonucléaire, mais à l'énergie plus longtemps, c'est un disque de grain dont la composition dépend de la distance au Soleil, donc de la température. Dans ce disque de grain, vous avez des instabilités, eh bien, qui ont des dimensions à peu près de 300 mètres, 500 mètres, 600 mètres. C'est un disque de planétésimaux. Dans ce disque de planétésimaux, qui se cognent avec des divorces, des mariages, comme je vous ai dit, on forme des embryons qui font environ 1000 km. Et ces embryons se cognant donnent les planètes. Pendant des années, on a des problèmes pour former des planètes. Moi, avec mes collègues, j'essayais de former la Terre, j'y arrivais pas. C'est-à-dire, en gros, quand je prenais un corps qui balayait un grand volume, je ramassais beaucoup de matériaux, mais je cassais. Et quand je prenais un corps qui était bien circulaire, je ramassais pas assez de matériaux. Et on a compris pourquoi ça ne marchait pas. Alors ça, c'est le système solaire au début, je passe rapidement. C'est que nous sommes là grâce à Jupiter. Merci Jupiter. Sans Jupiter, nous ne serions pas là ce soir. C'est-à-dire que Jupiter a joué un rôle majeur. C'est que Jupiter, je pensais naïvement que Jupiter se formait après les planètes terrestres, parce qu'il était plus gros. Pas du tout.
c'est que près du Soleil, on forme un germe, loin du Soleil, on forme aussi un germe, mais loin du Soleil, il y a du gaz, l'hydrogène, l'hélium, comme je vous ai dit. Donc ce germe formé, il attrape tout le gaz. Et là, il commande tout. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas de planète entre Jupiter et Mars, que Mars est tout petit, je vous l'ai dit, pas plus développé, et que la Terre et Vénus sont de taille correcte, parce que Jupiter leur a apporté suffisamment de matériaux, mais pas trop violemment pour que ça ne casse pas. Et non seulement ça joue un rôle pour la formation, mais ça joue un rôle aussi, la lumière, là, rapidement, si la vie existait aussi grâce à Jupiter, regardez Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, il y a des phénomènes de résonance. Les résonances, vous savez tout ce que c'est. Quand j'avais 7 ans, vous aviez compris à 7 ans, moi je poussais ma cousine sur une balançoire. Et j'avais constaté que si je poussais au hasard, je ne pensais pas grand-chose. Et si je poussais à la bonne cadence, avec la bonne fréquence, l'amplitude de la balançoire devenait très grande, la cousine hurlait, et ma mère me disait « arrête de faire l'imbécile ». Ça m'amusait beaucoup. Et bien, on a compris à 7 ans ce que c'est qu'une résonance. Donc vous avez les planètes qui vont rentrer en résonance, et voilà ce que ça va donner. Vous voyez, ça va donner un bombardement énorme. Vous voyez, tous ces irrégularités. Voilà. Et ce bombardement, on le voit sur la Lune, donc la Terre était bombardée autant, et c'était il y a 3,8 milliards d'années. C'est-à-dire, ah oui, mais 3,8 milliards d'années, c'est le moment où la vie apparaissait, ça a dû la faire disparaître. Non, c'était le contraire. Parce que ce bombardement vous apporte du matériau et casse la croûte terrestre, et donc permet à des éléments de sortir et à la matière première d'arriver, à la fois par un apport de l'intérieur et par un apport de l'extérieur. Et donc, finalement, Jupiter a un rôle important. Alors, la formation du Soleil, là, en 1 minute 30. Donc, dans le milieu interstellaire, il y a plein de molécules. Il y a de l'eau, plein d'eau. Il y a de l'alcool éthylique, ce qui, pour le milieu interstellaire, est civilisé. Donc, dans ce milieu-là, eh bien, on observe maintenant des étoiles en formation. Eh bien, dans la main de Fucus, la constellation de Fucus, voici des systèmes qui se forment. C'est en gros des petits systèmes solaires. Ça fait 2 fois la taille du système solaire. Et cet événement dure assez brièvement. Eh bien, ce qui me paraissait impossible avant, mes profs à l'université m'avaient dit, quand j'étais étudiant, tu sais, la formation d'étoiles, c'est tellement bref qu'on ne verra jamais. Eh bien, aujourd'hui, grâce au rayonnement infrarouge, nous pénétrons dans les maternités, où les petits bébés sont en train de naître. Nous pénétrons dans chaque chambre, on voit un petit bébé, c'est tout juste sur un bel son, si on n'entendait pas areux, on voit les étoiles naître. Et on a compris que le Soleil était né comme ça. Je vous le montre à toute vitesse, ces résultats datent d'il y a quelques mois. D'abord, première information, il y a des jets de matière importants. C'est une manière de faire partie du monde cinétique en changeant de détail. Et deuxièmement, des disques qui sont autour dans le plan équatorial. Un disque autour, c'est un bon endroit pour éventuellement former des planètes. Et le satellite Herschel, qui est un satellite construit par l'Europe, qui a observé le ciel en infrarouge, voici une vue de la Voie lactée dans ses longueurs d'onde. Il trouve une chose fondamentale, c'est que dans ce milieu interstellaire, il y a des filaments, et les étoiles se forment dans les filaments. Et les étoiles, il y a 2 manières de les former, les étoiles massives et les étoiles légères. En gros, c'est comme dans la vie, il y a 2 types d'individus. Il y a les gros, et il y a les maigres. Alors les gros, ça vit bien, ça fait la fête sans arrêt, ça s'amuse tous les soirs, mais ça ne dure pas longtemps. Les maigres, ça ne fait pas d'excès, ça ne fait pas de folie, ça s'ennuie beaucoup, et ça dure très longtemps. Donc les étoiles, c'est pareil, et chacune joue un rôle important. Que font les grosses étoiles? Elles font la fête de l'énergie, etc. et tout. Elles fabriquent des étoiles, elles fabriquent des atomes, et elle fabrique eh bien, du carbone, de l'oxygène, de l'aluminium, tous les atomes, du calcium, magnésium et tout. Et ce qui est en vous, dans votre corps, vous avez un peu de magnésium, un peu de calcium, etc. Ce qui est en vous, et ces atomes-là ont été fabriqués dans les étoiles. Ce qui fait que quand la police me demande mon âge, je leur dis que mon âge est compris entre 6 et 12 milliards d'années, à lequel mes atomes ont été fabriqués, le reste est dans ma vie privée, qu'ils ne les regardent pas. Et donc alors je fonce vraiment. Donc vous voyez, il y a l'étoile massive, ceinture de Gould, étoile faible masse, ceinture de Gould, massive, nébuleuse de la Rosette. Et donc, on a trouvé, grâce à ces résultats obtenus il y a quelques mois, que ces étoiles se formaient différemment. Regardez que les images, les endroits en forme des filaments, les endroits en forme rien du tout. Vous avez ici, le long de ces filaments, on a le détail, la quantité de molécules ici, la quantité, la vue en infrarouge. Dans ces détails, on voit qu'il y a une dissipation par le champ magnétique. Il y a des fragments, vous voyez, qui se manifestent ici. Et finalement, on voit, en suivant le champ magnétique, qu'il y a une accrétion qui se passe le long des filaments. Et je passe à toute vitesse. Vous avez, dans les nébuleuses de la Rosette, là, des étoiles massives qui se forment. Voici la densité. Vous voyez ici, dans les zones denses, là, on a des protoétoiles, ceux qui sont les points bleus. Des triangles, on a des cœurs massifs qui se forment. On étudie ça en détail. Je résume ici. En gros, vous avez le faible masse. On forme des filaments. Quand vous accrétez du matériau, et quand la densité est critique, on se fragmente, on forme une étoile. L'étoile massive, on forme simultanément les fragments et le cœur des étoiles. Et le scénario est très compliqué, donc là, vraiment, je n'ai pas le temps de vous le détailler. Et alors là, il y a un sujet que je ne traiterai pas, parce que Michel Mayer, il dit quelque chose de dire mieux que moi, c'est que la planète extraterrestre nous fait
vous fait poser le problème de la vie, c'est qu'au 17 décembre 2013, on avait dépassé les 1000 exoplanètes. En mars 2014, on a 1750. On va dépasser 2000. Il y a des planètes de toutes les tailles, de toutes les dimensions que l'on trouve. Il y en a de toutes les positions, zones d'habitabilité. Et on voit que l'univers est fait d'hydrogène et d'hélium, et la vie est faite essentiellement d'oxygène, de carbone, d'azote et d'hydrogène. Si vous voulez fabriquer la vie, vous allez au supermarché, vous achetez ces éléments dans la condition recommandée. Il y a d'autres techniques, mais ça, ce n'est pas le sujet de la conférence de ce soir. Et la vie, vous avez des extrémophiles. Voici un très beau garçon, ici, un tardigrade. Ce bestiau, qui est en fait un ourson d'eau, eh bien, est pratiquement indestructible. On le met au froid, il est content. On le met au chaud, il est content. On le met dans l'espace, ça va bien. On le met dans une centrale nucléaire qui explose, ça va bien. Hein. Heureusement qu'ils sont pacifiques, ils sont indestructibles. Et on peut les garder. Ils ont une technique d'enlever l'eau de leurs cellules et de résister. Si on a cette technique-là, peut-être qu'on pourrait apprendre beaucoup de choses. Ce qui veut dire que la vie, elle existe en plein d'endroits. Alors les questions posées, c'est est-ce qu'il y en a d'autres, hein. Alors est-ce qu'on peut communiquer? Ça, j'ai pas le temps de communiquer, etc. Et donc finalement, je terminerai par 2 diapos. Juste un clin d'œil. C'est que dans cette histoire où je vous ai dit que finalement, notre petit cerveau ne permet pas de comprendre grand-chose, où en même temps, il y a des gens un peu fous qui disent « Ah, il y a un créateur de l'univers, la vie dans l'univers, c'est un dessin, etc. » C'est complètement idiot, rien ne nous l'indique, évidemment. Mais simplement, entre ces 2 images, l'homme sur la Lune et une trace de pas dans la corne de l'Afrique, il s'est écoulé 3,9 millions d'années, ce qui n'est rien par rapport aux 13 milliards d'années que je disais, mais dans un calendrier imaginaire où le Big Bang aurait commencé le 1er janvier et nous serions aujourd'hui le 31 décembre, ça ne fait que 2 heures. Eh bien, toutes ces 2 heures qui viennent de s'écouler, c'est toute l'histoire de l'humanité, et je suis épaté qu'on ait compris autant de choses en aussi peu de temps, avec un cerveau aussi primitif. Hein. Et attendez, dernière diapo, juste, attendez, il est où ma dernière diapo? Voilà, dernière diapo, ça c'est le résumé de nos connaissances. Hein. Ça c'est destiné aux dames, pour montrer que l'astronome ne manque pas de cœur. Hein. Et là, une citation de Woody Allen que j'aime bien, le jour où les savants découvriront l'emplacement exact du centre de l'univers, c'est fou le nombre de gens qui vont être déçus que ce ne soit pas eux. Bon. Puisque je n'ai pas pu en placer une, j'arrête. Mais le président manque un peu d'autorité, je trouve. Merci. C'est long, hein. C'est là. Je ne sais pas si les interprètes ont pu traduire quelque chose. Ce que j'ai remarqué, c'est que sur les blagues, ça donne une rigolette. Merci infiniment. Je vous avais dit que c'était un feu d'artifice. Alors maintenant, donc, nous allons collecter les questions. Je demanderai aux 2 autres conférenciers de se joindre sur la scène tout à l'heure. Et nous reprenons dans 5 minutes. Et puis, il y aura donc la réponse aux questions. Parmi les questions qui vous ont été, qui ont été posées ici, alors il y a une petite fille de 10 ans qui demande, et je pense que c'est à vous que cela s'adresse, c'est quoi les filaments qui forment les étoiles? Est-ce qu'on m'entend, on m'entend pas? Alors en gros, voilà, là vraiment j'ai une lumière où je vois rien, donc j'imagine que vous êtes toujours là, enfin je sais pas. Et donc vous avez simplement un milieu interstellaire entre les étoiles. Vous avez de la matière, c'est-à-dire des atomes et des molécules. Et il y a des endroits où c'est un peu plus dense, et des endroits où c'est un peu moins dense. Donc on comprend facilement qu'à l'endroit plus dense, ça va ramasser du matériau autour, et qu'à l'endroit moins dense, ça va moins ramasser de matériau. Donc il va se former des figures de toute nature, en quelque sorte. Et ce qu'on a constaté avec ces observations récentes, c'est qu'essentiellement, tout ceci se rassemble sous forme de filaments, d'énormes filaments qui n'ont rien à voir avec les filaments des galaxies sur lesquels je suis passé très très vite au début quand je en ai parlé. C'est pas du tout la même échelle, c'est pas la même masse, c'est pas la même distance, etc. Et donc vous avez des filaments qui sont... Ça c'est une observation, c'est pas une théorie. Et donc ces filaments se forment, et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un cas où ces filaments se forment, évoluent. Comme il y a un peu plus de masse à cet endroit-là, ça rassemble de la masse qui est autour, et donc ça va atteindre une certaine densité, je dirais une densité critique. Et quand cette densité critique est atteinte, eh bien ça va former un cœur stellaire qui va être le début d'une étoile, et essentiellement une étoile de faible masse plutôt. Alors que quand il y a des filaments beaucoup plus nombreux, beaucoup plus massifs, vous avez un réseau de corps, etc., il y a des filaments qui se coupent. À l'endroit où ça se coupe, il y a beaucoup de densité, et des cœurs stellaires apparaissent en même temps, et non pas après. Il y a une formation simultanée des deux, et une étoile massive va naître dans ces conditions un petit peu difficiles, je dirais, assez complexes. Et vous voyez que c'est important pour nous. Pourquoi ?
parce que je suis passé un peu trop vite dessus tout à l'heure, mais les étoiles massives vont fabriquer nos atomes, et les étoiles légères, comme le Soleil, vont nous apporter de la chaleur pendant longtemps. Donc on a à la fois besoin de matières premières pour faire ce que nous sommes, et nous avons besoin de chaleur pour avoir de l'énergie pour toute la durée de notre vie, et même de notre civilisation. Et donc ces filaments, c'est simplement de l'accumulation de matériaux, et ce qui nous a frappé, c'est que quand le matériau se condense, ça pourrait se condenser sous forme d'un fuseau, sous forme sous des formes diverses. Pas du tout. Ça se condense sous forme de cœur stellaire et on évite la formation d'aiguilles ou de fuseaux qui serait une solution possible mathématique de la condensation des filaments. J'espère que je n'ai pas été trop technique, je ne sais pas. Bon, voilà. Alors, je continue peut-être avec deux questions qui portent sur la vie des étoiles, et puis après, je poserai des questions un peu plus générales auxquelles peut-être tout le monde pourra participer. Alors, il y a quelqu'un qui demande, peut-être vous l'avez dit dans la conférence, mais une précision, c'est pourquoi la durée de vie des étoiles massives est plus courte que celle des étoiles plus légères. Ah ben ça c'est très simple. Tout simplement, une étoile massive, c'est très massif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de masse, donc au centre, la densité est élevée, la pression est élevée, la température est élevée, et donc on dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Évidemment, ça ne fait pas longtemps. Le taux auquel on dépense l'énergie est colossal. Et donc la durée d'une étoile massive, quand je dis pas longtemps, à l'échelle astronomique, elle va être de quelques 5, 10, 20, 30 millions d'années. Alors qu'une étoile qui est peu massive, il y a beaucoup moins de pression, de température, de densité au centre. On dépense moins d'énergie. Donc on fait quelque sorte des économies et ça va durer des milliards d'années. Et même une étoile qui a simplement un 5e ou un 8e ou un 10e de la masse du Soleil, elle peut vivre des 30, 40, 50 milliards d'années, elle peut vivre plus longtemps que l'âge de l'univers depuis le début de l'expansion. Donc c'est simplement que, je dirais, si vous avez une voiture, vous mettez de l'essence dedans, si vous roulez à 300 km/h sur l'autoroute, eh bien, vous n'allez pas faire beaucoup de kilomètres parce que vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Et si vous roulez au contraire à 60 km/h, vous allez plus loin parce que vous dépensez peu d'énergie. C'est pour la même raison. C'est le taux d'énergie dépensé qui est plus grand dans une étoile massive, tout simplement. Alors peut-être une question qui s'adresse peut-être à vous tous. Donc je lis la question. Actuellement sur les écrans, il y a le film de Christopher Nolan, Interstellar, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, qui traite le sujet de la traversée de l'espace-temps et la découverte de planètes colonisables par l'homme. Alors la question, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est du cinéma? Pensez-vous que cela soit possible, réalisable, de coloniser d'autres planètes, d'y habiter? Alors, premièrement, pour ce film en question, les effets spéciaux sont superbes, le scénario est indigent. C'est une histoire pour gens un peu développés. Donc on pourrait faire un scénario sympathique, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait, avec de très belles images. Alors maintenant, la question, peut-on coloniser? La réponse est oui, mais pas tout de suite. Et pas immédiatement. Il y a des gens, par exemple, qui veulent coloniser Mars ou habiter sur la Lune. Non, on est quand même beaucoup mieux sur Terre. Si je vous envoie actuellement sur Mars en maillot de bain, votre sang va se mettre à bouillir, ce qui n'est pas sympathique. Si je vous envoie sur Vénus, la pression au sol est d'une centaine d'atmosphères, la température de 400 degrés, et vous allez respirer du dioxyde de carbone avec un peu d'acide sulfurique et chlorhydrique pour donner du goût. Donc, en gros, il y a beaucoup d'endroits inhospitaliers près de nous. Par contre, l'idée d'aller autour d'une autre étoile pour trouver une autre planète où les conditions ne seraient pas trop mauvaises, n'est pas une idée stupide. Alors, pour l'instant, ce n'est pas envisageable parce que les distances sont colossales. Les endroits les plus près, ça va être à des dizaines d'années-lumière. Et on ne va pas se déplacer à une vitesse de la lumière, évidemment, on va se déplacer à une vitesse bien inférieure. Mais imaginons que dans un futur très très lointain, ce n'est pas le siècle prochain, c'est peut-être même pas le millénaire prochain, eh bien, on ait trouvé des moyens de transport plus rapides, une énergie nucléaire spatiale, dont on n'a encore rien inventé, et qu'on aille quelque part. Et nous avons là un problème, c'est que le temps ne se déroule pas de la même manière. C'est-à-dire que l'horloge qui est à bord du vaisseau n'avance pas de la même manière qu'une horloge sur Terre. Vous connaissez le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin. Vous avez un jumeau qui reste sur Terre et qui vit 50 ans. Son frère jumeau est parti dans l'espace et revient 50 ans plus tard pour le premier, mais pour lui, c'est écoulé que 3 ans. Et ceci a été vérifié par des avions sur Terre qu'on a fait voler vers l'Est ou vers l'Ouest. L'horloge n'indique pas le même chiffre. Donc on pourrait imaginer, je dis bien on pourrait, imaginer un voyageur de demain qui part vers une étoile lointaine et qui arriverait au bout de quelques dizaines d'années. Évidemment, il ne reviendrait pas. Mais après tout, dites-vous que lorsque Christophe Colomb est allé en Amérique, les premiers émigrants ne sont pas partis tout de suite, ils sont partis plusieurs siècles plus tard, et les premiers émigrants en Amérique, ils ne revenaient pas. Ils quittaient l'Europe pour toujours. Et on pourrait imaginer qu'un jour, des gens sur Terre s'en vont sans jamais revenir. D'ailleurs, nous avons tous certaines personnes qu'on enverrait volontiers si on était sûr qu'ils ne reviennent pas. Et donc, on peut l'imaginer, mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais voyez très bien qu'en faisant de la science, on est en train d'écrire l'histoire de l'humanité de demain. Je ne sais pas. Alors, je vais peut-être passer à une autre question. Là, il y en a une qui est peut-être alors vraiment très générale et qui est libellée de la manière suivante.
vous êtes la preuve que la matière dont vous êtes fait est habitée par l'esprit. Alors, qu'en pensez-vous de cette capacité de la matière de réfléchir sur l'univers? De toute manière, il n'y a pas d'esprit sans matière. Ceux qui imaginent qu'il y a je ne sais quelle âme et autres, pourquoi pas, on peut l'imaginer, mais absolument aucune indication, aucune expérience, aucune preuve, je n'ai jamais appris ça. Donc l'esprit, c'est pas propre à l'homme. Les animaux, ils pensent, ils communiquent, ils se reconnaissent. Vous connaissez les expériences, vous mettez une tache bleue sur un éléphant, vous mettez l'éléphant devant un miroir, il y a des animaux qui devant le miroir attaquent, ils croient que c'est un autre, il y en a qui se reconnaissent. Et l'éléphant devant un miroir, avec sa trompe, il va gratter son crâne parce qu'il voit qu'on lui a mis un machin. Donc il a conscience, comme nous avons nous conscience. La nature de la conscience, moi je ne sais pas, je ne suis pas ni neuro, psycho, machin. Simplement, on voit que tous les êtres vivants ont une manière d'agir et ils agissent. Je prends même une cellule. En gros, nous, qu'est-ce qu'on est? On est fait par un entourage qui est une peau. On essaie de prendre de l'énergie extérieure pour manger et d'échapper à nos prédateurs. C'est-à-dire, en gros, on ne rentre pas chez nous si on n'est pas d'accord. Vous voyez, en gros, c'est ça. Et bien la cellule, c'est pareil. Une cellule qui va devant quelque chose qui est un poison, elle recule. Devant quelque chose qui est bon à manger, elle le mange. Et elle a une membrane où elle autorise de passer ou de ne pas passer. Et déjà, c'est une forme d'esprit. Alors évidemment, moi, je ne parle pas avec des cellules. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Tahiti où j'ai eu le bonheur de nager avec des dauphins. Et il y a un dauphin avec qui... C'est une femelle dauphin dont je suis à moitié tombé amoureux. T'es superbe, cette femme. Et cette femelle me parlait. Les dauphins, ça parle avec un son. Elle me regardait. Et évidemment, je ne parle pas dauphin. Et je dis, voilà quelqu'un qui a de l'esprit, qui parle, et là, à qui je ne peux pas répondre. Et donc, toutes les formes vivantes ont une manière de penser, de réfléchir, alors que la nature profonde, la nature du cerveau, on la connaît mal. Mais attention, il n'y a pas d'esprit sans matière, contrairement à ce que certains voulaient nous faire croire. L'esprit est un résultat de la matière. Bon, je ne sais pas si mais il peut y avoir des avis différents. Je ne sais pas si l'un de vous voudriez s'exprimer sur ce sujet ou peut-être que j'aurais une question, peut-être aussi à Jérémy, qui est en connexion avec la conférence de ce soir. Finalement, vous allez parler effectivement de l'influence du Soleil sur le climat de la Terre. Est-ce que la découverte des planètes extrasolaires, la capacité peut-être un jour de pouvoir mesurer, ou plutôt d'avoir une idée de leur climat, pourra aussi aider finalement à connaître un tout petit peu mieux, non seulement l'évolution de la Terre, mais du système solaire, d'avoir une idée un tout petit peu de l'évolution de notre climat sur Terre. Ce lien entre la découverte des exoplanètes et le climat sur Terre. Well, I think there's a lot of scientists that actually try to study planetary atmospheres, and anything you can learn about the physical system, no matter where it is, gives us insight into what's happening on Earth. And I think that's one of the reasons scientists like to study atmospheres of other planets, because when you're in a totally different environment and you still see some things that resemble Earth in some ways, but they're fundamentally different, as Andre was really highlighting tonight, it gives you different kinds of almost laboratory experiments, because you can try to look at, say, the atmosphere of Mars or the atmosphere of Mercury and say, okay, well, this is what Venus is another one that's very instructive because it's a very intense greenhouse gas environment that's containing a lot of heat on Venus, makes it very hot. So I think anything you can learn about any of these other planets gives us insight into what's going on Earth ultimately. Alors, peut-être un petit mot de la part de Art McDonald, puisque finalement, donc vous avez indiqué que depuis très très longtemps, on peut connaître la température au centre du Soleil. Et en fait, pour les gens qui n'auraient pas l'occasion de revenir demain, vous écoutez, pouvez-vous dire un petit mot sur ce que l'on connaît de la température au centre du Soleil? Finalement, on connaît assez bien la température du centre du Soleil, justement grâce à ces particules qui nous proviennent de ces régions centrales. Yes, the measurements that have been made by our experiments and others of particles called neutrinos, which are created in the nuclear reactions that power the sun. As has been stated, we know that the power that is generated to power the sun comes from nuclear reactions. And in the process of these reactions taking place, particles that are outside of our normal experience, because they interact with things so very weakly, are able to carry information from the core of the sun
through the very dense material in the sun and through the Earth, in fact, and interact with our detectors. These neutrinos are, along with electrons and quarks, the three particles that we don't know how to subdivide any further. They are the basic building blocks, as far as we know, in subatomic physics these days. And yet they are not charged, so they don't feel the electromagnetic force. They don't feel the strong interactions, and so they only feel them, the most weak interaction that there is of the set of forces of nature. And so they can go through, well, they only stop basically if they hit the nucleus of an atom or one of the electrons going around it head on. And so they can go through the amount of lead that light traverses in a year and only have a 50% chance of stopping. Now that's great when it comes to trying to study the sun, but it's very difficult when you're trying to build a detector in order to observe them because they interact so very seldom. And so we built a detector which is about the size of a 10-story building. We built it 2 kilometers underground in a active nickel mine. They're taking about 5,000 tons of ore a day out of the same shaft that we used to go up and down and build the detector. We built it in an ultra-clean state because we look for faint bursts of light. In fact, about once an hour in 1,000 tons of a material called heavy water, we would see a burst of light that corresponds to a neutrino. On the other hand, if you're very careful, if you restrict the radioactivity such that there is no radioactivity from the cosmic rays that bombard the Earth by going 2 kilometers underground and using the rock to get rid of that background. And if you're very careful in building your detector to build it such that there's no local dust on it, and you select your materials very carefully, you can actually observe this 1 neutrino per hour and determine whether or not the theories of how the sun burns are accurate. And we were able to determine that in fact they are accurate to within less than 10% comparison between the theories and our measurements. And we, in the same time, were able to make measurements of the properties of neutrinos themselves, because we observed that they change from one of the 3 types that there exist to the type that's produced in the core of the sun. We observed them changing into the other types and reaching the Earth, which had confused all of the experiments up to the point that we performed ours. What's fabulous about observing that we understand how the sun is burning in great detail is the fact that our sun is just the start of a series of nuclear reactions, as was mentioned earlier, in which all of the elements of matter of which we are made are created. You start with hydrogen burning to produce helium. Gradually, in more massive stars than the sun, you end up with the helium burning to produce carbon. Carbon then burns to produce neon and magnesium, and eventually you end up with all the heavy elements being produced in supernova. When the energy generation in the core of the sun or of any star is exhausted because you've burned it all by nuclear reactions, you get an explosion, an implosion really, and that is where the remainder of the elements are produced. And so by studying in detail our sun, we're able to study the start of the set of nuclear reactions that really are responsible for producing all of the elements on Earth. And that is a major accomplishment that has occurred over the last 20 to 30 years. And it's pretty remarkable to be able to understand your origins with that sort of accuracy. So that's what I'm going to talk about tomorrow, how we were able to do those measurements, but also how it is the sun burns and what relationship that is to how all of the elements of which we are made are produced. So, thank you. Merci beaucoup. Je crois que nous allons nous arrêter là ce soir, parce qu'il est déjà 8h15. Je remercie énormément les André, Brahic, mais aussi Jeremy et Art McDonald. Je vous souhaite une bonne soirée. Et il y a le spectacle à 20h30 maintenant.